Hey, salut tout le monde, c'est Marc-André. Je prends un petit 30 secondes avant de vous présenter le podcast pour vous dire que cette semaine, ça n'a pas été une semaine facile pour nous. Premièrement, l'enregistrement ne peut plus avoir lieu mardi, fait qu'on a enregistré le jeudi soir pendant le match du jeudi. Donc, on est un peu en retard et pendant l'enregistrement, à la fin de l'enregistrement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bouts où notre console nous avait lâché. Fait que vous allez voir, il y a quelques places où ça coupe un petit peu étrange. C'est surtout pendant le match des Rams. Fait que, bon, j'ai fait mon possible, mais disons que c'est pas l'idéal. Fait que, bonne écoute quand même. Bienvenue à l'Assistant Coach, podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, coach? Ça va super bien, puis toi? Ça va super bien. Merci beaucoup de demander. Là, c'est sûr qu'on enregistre un jeudi. Le match du jeudi soir, Thursday Night Football, est commencé, mais on n'a pas regardé les résultats. On ne sait pas comment ça se passe. Puis, en t'attendant, j'ai regardé un petit peu quelques minutes. Ça devait être une game plate. Je me sentais coupable. Je te le dis pas parce que je le sais pas, techniquement. Ça peut pas être plus plate que celui de la semaine passée. Hey, Paul, OK. Non, on ne partira pas là-dessus tout de suite. On va pas parler du pire match de la NFL que j'ai vu de ma vie. Mais avant, j'aimerais qu'on commence comme d'habitude par nos devoirs de match. Moi, j'aimerais commencer par quelque chose d'autre avant. Pourquoi? Parce que je voulais savoir, est-ce que tu trouves que l'opinion de Tom Brady sur le football vaut quelque chose? Ben, n'importe qui joue pendant 38 ans à un sport, Je pense que ça vaut quelque chose. je pense que ça vaut quelque chose. OK. La semaine passée, avant le match en fin de semaine, il y a un journaliste qui a demandé à Tom Brady qu'est-ce qu'il trouvait, parce que cette année, c'est probablement une des saisons où il y a le plus de parité dans la NFL. Et puis, Tom Brady, est-ce que tu sais ce qu'il a répondu à ça? I just see a lot of bad football. Exactement. Ce qui vient corroborer mes propos que je martèle le marteau depuis 3-4 semaines en disant que la NFC est nulle à chier. Mhm. Ben, Tom Brady corrobore mon propos. Fait que je voulais juste me vanter un peu que je pense pareil comme Tom Brady. Merci d'avoir martelé le marteau. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, maintenant, je vais Marc-André Lemarque. Alors, juste pour savoir quel était ton devoir de match, Marc-André. C'était les Falcons contre les Buccaneers de Tampa Bay. Les Buccaneers qui l'emportent 21-15 contre les Falcons. Oui. Puis là, je suis content qu'on parle de Tom Brady parce que là, tu l'as vu en action dans Exactement. ce match-là contre les Falcons sans Cordarrelle Patterson. Sans Cordarrelle. Moi, j'ai pas vu le match. J'ai vu la pénalité douteuse qu'il va falloir que tu nous Oui, parles. je vais vous en parler Mais tantôt. raconte-moi ton impression par rapport aux Falcons et aux Buccaneers. Comment tu les as trouvés, ces deux clubs-là? Tampa Bay, ça fait quand même plusieurs fois que je les vois parce que la semaine passée, il était en prime time contre Kansas City. J'ai regardé le match. Puis avant ça, il avait joué contre les Packers. Fait que j'avais regardé le match complet. Fait que ça fait quand même 3 semaines de suite que je regarde le match au complet de Tampa Bay. J'ai aussi donné un devoir de match. Mais semble de Tampa Bay, il y a plus tôt le Tampa contre Bay Nouvelle-Orléans. Saints. Exact. Ouais. Fait que je pense que ça fait comme. En 5 semaines, je pense que j'ai vu 4 matchs complets des Buccaneers. J'ai carrément plus vu que mes Packers. Mais pour vrai, j'ai beaucoup de difficultés à me faire une tête sur Tampa Bay. Je pense que malgré tout, il y a une bonne défensive. Même si la semaine d'avant, ils ont donné comme 40 points à Kansas City, ça reste que c'est Kansas City. Puis Ça c'est reste comme des une Chiefs anomalie. Là, explosifs, c'est avec créatifs, Mahomes, là, qui a ouais. une saison débile. Je pense que Tampa Bay a une très bonne défensive parmi les plus dominantes de la NFC. J'ai de la misère, j'ai beaucoup de difficultés à saisir cette attaque-là. La semaine d'avant, ils ont mis 30 points sur le tableau contre Kansas City, mais je sais comme pas. C'est sûr que cette semaine, Julio Jones n'était pas là, mais autant Godwin que Evans étaient là, puis ils n'ont pas tant ressorti que ça. Moi, mon feeling, là, c'est que la perte de Gronkowski fait plus mal qu'on peut le penser dans cette équipe-là. J'ai l'impression que Gronkowski prenait beaucoup d'énergie de la défensive à le couvrir, ce qui libérait peut-être un peu plus Evans ou Godwin, ou l'inverse, Evans Godwin prenait de l'intérêt, puis c'était Gronkowski qui se libérait. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas remplacé Gronkowski. Les tight ends, ça fait 4 matchs, je les vois, puis on les voit presque pas, les tight ends des Buccaneers. Puis j'ai l'impression que ça leur fait mal. Ça fait mal à Brady parce que ça lui donne une option de moins, souvent en game plus rapproché. Puis dans les semaines passées, on le voyait un peu moins Fournette, mais vraiment en fin de semaine, il y a eu un bon match. Fait que tu sais, Tampa Bay, je le sais pas. Ça reste, je pense que c'est une bonne équipe de la NFC. Mais si je les mettais dans la AFC, justement, avec les Chiefs, les Bills, les Dolphins, toutes ces équipes-là, je ne suis pas sûr que ça serait une équipe de série dans la AFC, mais dans la NFC... Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas capables de mettre de manière
constante assez des points sur le constante, tableau. C'est ça, Ouais, j'allais dire. c'est vraiment ça. Ils sont pas capables de, semaine après semaine. Tu sais, puis on s'entend, là, Atlanta, c'est pas supposé être une grosse défensive. Les Packers, il y a 2-3 semaines, quand ils ont joué contre les Packers, la défensive des Packers, on va en reparler tantôt, c'est pas une très grosse défensive non plus, puis ils arrivent comme pas à mettre des points sur le tableau. Le seul match qu'ils ont réussi à mettre des points, tu sais, même chose pour les Saints il y a 3-4 semaines, ils n'ont pas réussi à mettre beaucoup de points sur le tableau. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment le match contre les Chiefs, c'est comme une anomalie. Mais... J'aimerais t'arrêter là pour Ouais. poser une question par rapport aux Falcons maintenant. Vas-y. Parce que moi, la seule chose que j'ai vue, c'était la pénalité justement sur Tom Brady, qui a peut-être été un game changer par rapport au match. Tu pourrais me dire, toi qui as vu le match, si vraiment ça a vraiment eu un impact, comment tu as senti ça? Mais c'est que sur ce jeu-là, comme j'ai vu beaucoup de vidéos d'analystes sportifs qui parlaient du jeu en tant que tel, j'ai vu un breakdown sur la ligne défensive et la pression à 4 qu'ils ont faite. Où est-ce qu'ils ont créé un surnombre à gauche? Ils ont placé 3 joueurs sur les 4 joueurs défensifs, dans le fond, à leur gauche, donc à la droite de l'attaque, mais à la gauche de la défensive. Puis au moment du snap, il y a un seul joueur qui a poussé. Les 2 autres sont revenus vers l'intérieur pour faire une pression en croisée. Là, ils sont venus bloquer un des gardes à gauche. Et là, ça restait, dans le fond, une situation de surnombre de l'autre côté. Puis un joueur défensif qui a fait exprès de tomber sur, dans le fond, le left tackle. Pas le garde, mais le tackle plus sur les edges. Et ça a libéré le 4e joueur qui est allé vers Tom Brady. Donc, même s'ils n'ont pas des gros noms, on dirait qu'ils ont des schémas défensifs pour tromper l'attaque. Moi, j'ai dans le portrait peut-être des séries dans la NFC, pour moi, si Cordarrelle est dans l'alignement pour les Falcons, je suis convaincu qu'ils gagnent ça. Pour vrai, ils ont utilisé 3 running backs. Algier, c'est celui qui a eu le plus de reps. Et, honnêtement, là, j'ai pas d'autres mots que là, vraiment, je veux pas manquer de respect. Respectueux. Ça reste que c'est un gars qui joue dans la NFL, mais pour vrai, ce gars-là, il était pas prêt à prendre le lead comme running back numéro 1. Là. Vraiment, ça a fait une énorme différence. Mariota, c'est un très bon coureur, dans le sens que souvent, il va s'échapper de la pression, il va courir. Tu sais, il y a eu quand même 7 courses pour 61 verges. Là. C'est quand même, pour un corps arrière, 60 verges dans un match, c'est quand même bon. Mais comme passeur, je l'ai trouvé moyen. Il garde le ballon très, très longtemps. Il s'est fait saquer 5 fois, puis la majorité de ces 5 sacs-là, c'est pas parce que leur ligne à l'attaque a flanché. C'est juste qu'il garde le ballon tellement longtemps qu'à un moment donné, la pression finit par arriver puis à se rendre au corps arrière. Puis, tu sais, ça reste que 14 en 25, 147 verges. Tu sais, il n'y a même pas 150 verges par la passe. Tu sais, pour moi, c'est pas un corps arrière élite. Là. C'est clairement un dernier tiers de la ligue Mariota. C'est sûr que là, ça fait que la jeune recrue, la jeune sensation là, qui a été draftée à Kyle Pitts, là, ouais. Donc, Kyle Pitts, c'était l'an passé. Oui, puis il y a London cette année. Que je cherchais, merci, qui a été drafté, je pense, dans le top 5. Oui, exact. Qui a eu 2 très bons matchs. Les 2 premiers matchs de l'année, 2 très bons matchs, puis depuis, on le voit plus du tout. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Les défensifs se sont ajoutés à Mariota, que ça faisait 2-3 ans qu'il n'était pas partant. Ouais. Qu'il y avait peut-être moins de footage sur lui. Mais là, après la semaine 2, c'est comme si Mariota, ses statistiques ont vraiment diminué. Puis moi, je l'ai vu là, en fin de semaine. Pour eux, il était clouless là, sur la majorité des jeux. Là, il regardait partout, il regardait le ballon. Soit il se faisait saquer ou il essayait de courir. Si tu n'as pas Cordarrelle, puis on t'enlève London, puis Pitts, il ne te reste pas grand-chose. C'est ça, exactement. Il ne reste pas beaucoup d'outils, mettons. Pour vrai, ils ont une bonne structure, ils ont des bons éléments. La perte de Cordarrelle fait mal. Puis ils ont un corps arrière sous la moyenne qui fait que, pas Tampa Bay, mais Atlanta va finir autour de 500 à cause de ça. Mais si, mettons qu'on change juste changer Mariota par un corps arrière, pas un top 5 corps arrière, mais juste un corps arrière milieu, là, mettons un Carson Wentz, mettons, là, qui n'est pas extraordinaire, mais qui fait la job, pas selon son coach, mais selon moi, il fait la job. On en parlera plus tard. Moi, je pense que Atlanta, ça change quand même ses perspectives, là, parce qu'ils ont des bons éléments. Dans le fond, c'est plus quelqu'un qui est capable de passer la balle dans la pochette, mais aussi capable de gagner des verges avec ses pieds, dans le fond, si besoin. Ouais. Parce qu'on dirait Falcons, l'impression que j'ai, c'est que c'est une bonne équipe. C'est peut-être qu'est-ce que les Eagles étaient l'an passé. Je ne sais pas pour la tendance ou la courbe s'ils vont être aussi forts l'an prochain, mais plus que l'an passé, tout le monde savait qu'elle allait se battre pour une place en série éliminatoire puis qu'elle allait sûrement se faire battre à la première semaine. Chose qui s'est faite l'année passée. Puis là, ils ont continué à ajouter des éléments, à développer leurs jeunes. Donc, peut-être que c'est une année de progression, mais c'est pas une année avec beaucoup d'attentes. Mais pour eux, l'objectif, ce serait de faire les séries. Tu sais, objectif de faire les séries ou juste, mettons que tu finis 9-8,
Tu fais probablement pas les séries à 9-8, mais c'est une fiche en haut de 500. Tu bâtis là-dessus pour arriver l'année prochaine, peut-être attirer quelques free agents. Puis je pense que ça peut être une saison positive pour Atlanta. Je ne veux pas m'attarder trop non plus sur ce match-là. La seule chose que je veux dire, la pénalité, très honnêtement, pour moi, c'est jamais de la vie une pénalité. Le joueur défensif plaque Brady. Puis, tu sais, il ne le plaque pas au sol. Là. Il le ramène sur lui. Puis après ça, Brady tombe sur le côté en roulant. Je comprends. Là, on en parle dans les dernières semaines que c'est important de protéger les joueurs. Pour moi, c'est important de protéger les joueurs par rapport aux blessures à la tête. À un moment donné, ça reste que c'est un sport de contact. Le but du joueur en défensive, c'est d'aller plaquer le corps arrière. Est-ce que ça change l'issue du match? On ne sait pas, parce qu'il faut quand même que les Falcons prennent le ballon et remontent le terrain au complet. Puis avec Mariota, je ne suis pas certain qu'ils sont capables de remonter le terrain au complet. Je suis très, très transparent. Je ne suis pas certain que les Falcons sont capables de remonter le terrain, mais il en demeure pas moins que, pour moi, cette pénalité-là n'avait pas lieu d'être. Puis ça a changé quand même l'issue du match, ça enlève la chance à ça enlève la chance, c'est ça. Ça enlève la chance. Cette pénalité, c'est pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, c'est que il y avait vraiment l'opportunité de rentrer dans Brady solide. Il a décidé de plaquer sur le côté, de le prendre par la taille. Puis de le faire tomber sur lui. De le tourner en l'amenant, tu vas tomber sur lui puis de l'amener au sol. Même on peut voir Brady à la fin, quand le joueur essaie de s'en aller, il essaie de donner un coup de pied dans les parties intimes du joueur d'Atlanta. Puis le gars, il a failli tomber en se relevant parce que Tom Brady, il a levé sa jambe et il a essayé de donner un petit coup de pied dans... Tu vois à quel point Brady, c'est un grand farceur. Et mais je sens vraiment que ça l'a fait jaser pour les bonnes raisons, parce que si cette pénalité-là peut être mieux appelée ou peut-être même révisée par un arbitre pour dire est-ce que c'est vraiment une pénalité, celle-là ou non, comme d'autres pénalités, des fois, le temps on voit l'espèce de petit flag jaune là, au sol. Mais il est rouge, mais c'est pas grave. Non. Rouge, c'est pour la revue vidéo des coachs. C'est pas ça que tu voulais dire? Jaune. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que quand un arbitre lance le flag jaune, des fois, ils vont dire « There's no foul on the play ». There's no foul on the play. Ils se regroupent ensemble. Même sans se regrouper, c'est que New York, dans le fond, des fois parle pour accélérer le rythme, pour dire le match est lent, on ne veut pas qu'il s'éternise trop à cause du format du match. Il n'y a pas de pénalité. On va juste accélérer le processus. Dans le fond, il y a certaines pénalités qui sont déjà révisables pour être sûr. Ou même des fois, c'est arrivé dans le match des Chiefs que je vais parler tout à l'heure. Il y a un arbitre qui a dit « Ah, le ballon n'est pas placé à la bonne place, il faut tout de suite le changer » avant qu'un coach lance avant qu'un coach lance une revue vidéo pour dire « Hey, c'est pas à la bonne place » puis qu'on perd du temps. Ils ont juste accéléré le rythme du match. Fait que ça pourrait améliorer le sport pour juste caler les bonnes pénalités. Protéger le joueur puis pas influencer le match négativement. Parce qu'une pénalité de 15 verges, là, c'est coûteux. Ben, c'est que ça change surtout que c'était le jeu que Tampa Bay allait devoir botter là, à cause de ce sac-là. Ouais, exact. Ça change complètement. Complètement patente. Mais ça reste que je pense qu'on s'acharne un peu sur l'arbitrage, mais je demeure convaincu que l'arbitrage dans la NFL, ça demeure le sport le mieux arbitré, selon moi. Là, dans les sports majeurs. Dans les sports majeurs nord-américains, c'est le sport le mieux arbitré. Il y a toujours place à l'amélioration, mais mon but, c'est pas de dire les arbitres sont nuls à chier. Là. Non, c'est pas ça. Il y a eu un manquement là-dessus, mais je pense que, pour juste clore là-dessus, je pense que c'est comme c'est un jeu qui peut être arrêté ou des fois en continu, puis que c'est un jeu d'échecs dans un match à bas pointage ou à pointage très serré entre les deux équipes, cette pénalité-là va faire la différence dans le résultat. Ouais. Puis des fois, c'est normal qu'une pénalité fasse une différence, mais quand elle est injustifiée, c'est vraiment injuste, crève-cœur. Ouais. Puis le 15 verges fait très mal, le premier essai fait très mal. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention quand on l'appelle. Je ne veux pas me dire, l'an passé, il y en avait plus, il y en avait moins. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est quand on a les bonnes pénalités, puis c'est au joueur de s'ajuster. Mais là, le joueur a tout fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour protéger dans son plaqué. C'est un peu ça l'intention. Mon devoir de match était Chargers-Browns. Chargers-Browns. Les Chargers qui l'emportent 30-28 contre les Browns. Et d'entrée de jeu, je vais te dire, quand j'ai vu ce match-là, je suis content de ne pas être un partisan d'aucune des deux équipes parce que je ne suis pas partisan et je capotais. On dirait que je capotais parce que j'ai de la misère avec les décisions des entraîneurs. J'ai de la misère des fois avec la ligne défensive des Chargers que tu me vantais tant. Là, j'écoute un match, ils se sont fait traverser par les Browns. Autant par le sol que par la voie des airs. En fait, c'est pas compliqué. Les deux équipes ont accumulé 450 verges au sol. Juste au sol, les deux équipes confondues ensemble. Ouais, c'est ça. Les Browns, avec Nick Chubb, avec Kareem Hunt et aussi avec Jacoby Brissett, qui a fait quand même plusieurs longs gains. Il y a un moment où il y avait 3 courses pour 37 verges, c'est déjà non négligeable. Ces 3-là, ils ont accumulé, je pense, plus de 200 verges
au sol de passe, eux 250, puis les Chargers, un autre 200 verges. Eckler, un match de fou. Fait que c'est des équipes qui ils sont pas capables de mettre ça de côté. On dirait que les Browns prennent rapidement une avance. Après ça, les Chargers remontent dans le match. C'était 14-0 Browns à un moment. Ça a été 17-14 Chargers. Là, il y a un moment où est-ce que je me dis, OK, les Chargers sont en contrôle. Ben non, ils s'échangent les touchés. Deux fois, les Chargers ont été en turnover on downs, dont à la fin, ils auraient juste dû punter, mais ils s'entêtent à aller en 4e essai. Moi, c'est comme s'il y avait tellement de talent au sein des Chargers que les décisions du coach me fâchent. Je comprends que tu crois en ton monde, mais là, c'est que c'est des décisions trop risquées, surtout à la fin du match. Les Browns, ils ont failli marquer un touché, mais Jacoby Brissett a été intercepté, dans le fond, là, quand il était comme, je pense, 2e et goal ou 3e et goal. Je pense qu'il a lancé une passe. Je ne me rappelle plus exactement le nombre d'essais où il était rendu. Il lance une passe qui est interceptée. C'est le seul revirement du match à la fin du match pour l'interception. Wow. Il y a eu 2 turnovers on downs, mais les Chargers sont trop agressifs. C'est leur gagne-pain. Mais c'est ça l'an passé qui a fait qu'ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. Il y a eu beaucoup de matchs qu'ils se sont fait remonter ou ils n'ont pas été capables de closer, ils ont perdu à cause de calls en 4e essai. Ils disent, c'est 4e et 1, 4e et 2, j'y vais. Mais si Justin Herbert n'est pas en santé, puis tu le vois là, que à chaque fois qu'il marche, là, je trouve ça, j'ai peur pour lui, pour sa vie, pour sa santé, puis pour le reste. Là, il est à un mauvais plaqué d'un code de sa saison se finit. Là. Mm-hmm. Fait à chaque fois qu'il court, là, déjà, il n'est pas lui-même. Là, 5 courses pour 17 verges à un moment dans le match. Comme, à chaque fois qu'il courait, j'avais peur. Je te le textais, je te l'avais dit. J'ai comme, pour vrai, il peut-tu juste arrêter de courir? Il peut juste se débarrasser du ballon? Reste dans ta pochette. Reste dans ta pochette, lance proche d'un receveur, mais c'est ligne de côté. Mais genre, hey, arrête de prendre des coups, arrête de risquer d'en prendre. Là. J'aime pas ça. Donc, les Chargers, je trouve qu'ils ont tout ce qu'il faut. C'est un match où il n'y a pas Keenan Allen, mais Eckler connaît un bon match, Williams connaît un bon match, des talents avec des beaux catchs. Pour vrai, là, ils ont couru avec la balle, ils ont lancé la balle. C'est un match super divertissant. Ils ont fait 3 touchés, 3 placements. Ils ont fait un punt une fois. Mais j'aurais aimé ça qu'ils puntent 2 fois. C'est que les unités spéciales, ils vont être mis à l'épreuve en match éliminatoire. Puis tu peux pas y aller tout le temps en 4e essai, surtout pas dans les playoffs où c'est conservateur. Il faut que tu fasses confiance à ta défensive. Tu as mis tellement d'ajouts à ta défensive, mais la défensive, dans les stats majeures, il y a des stats majeures où ils sont 28e ou 30e. Contre la course, on est en 30e. Nombre de verges par match alloué, nombre de points par match alloué, sont dans les pires. C'est soit un entraîneur-chef, Braden Staley, qui est supposé être un gourou défensif. C'était lui, là, avec les Rams, quand il y avait une super bonne défensive, là-bas, il y a quelques années, où est-ce qu'ils sont rendus au Super Bowl, justement. Donc, c'est un entraîneur-chef qui était un coordinateur défensif, puis ils ne sont pas capables d'avoir une bonne def. Ça ne marche pas. Cet entraîneur-chef-là, il y a du talent entre les mains, puis je sens qu'il le gaspille. C'est pas compliqué. Avec tous les outils que tu as, en défensive et en attaque, tu n'es pas supposé être 3-2 seulement, puis toujours avoir des matchs... Passer proche de perdre contre les Browns, qui n'ont même pas leur corps arrière partant nécessairement, puis passer proche de perdre des matchs aussi, même dans leur victoire. Ça se joue tout à 7 points au moins. J'aime vraiment pas ça. Je suis jamais en confiance. Quand on voit les Chargers gagner ou perdre, je suis jamais en confiance. Fait que comme partisan, c'est ça. Comme partisan, mon tu Dieu. serais vraiment pas... Je capotais. Je savais même pas qu'il allait gagner jusqu'à la toute fin du match. Il y a beaucoup de les gens... Browns auraient pu gagner. Il y a beaucoup de gens qui mettaient les Chargers favoris dans la AFC tout court là, cette année. Là. C'est comme c'est leur année. Justin Herbert, c'est l'année des Chargers avec les ajouts. On s'enligne pas pour ça. Il faut qu'ils se réajustent durant la saison ou qu'il y ait des changements au niveau des plans de match ou du leadership. Puis j'ai le sentiment, des fois, je vois des équipes qui ont un bon plan de match, puis je sens qu'ils jouent différemment, puis qu'ils s'ajustent à leur adversaire. Pas les Chargers, on dirait c'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça qu'on est, on est comme ça. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais les équipes, ils se réajustent à ça. Puis si on bon le personnel pour contrer ce que tu veux faire, il faut que tu trouves des solutions. Puis Mike Williams ne peut pas faire des catchs contestés tout le temps. Non, c'est ça. À sauter et à l'attraper du bout des mains puis en prenant un plaqué en tombant au sol, là, comme c'est arrivé plusieurs fois durant le match. Non, c'est pas réaliste. Donc, c'est sûr que tu en demandes beaucoup à tes joueurs de talent. Ils font des jeux incroyables pour te garder dans le match. Mais amener, c'est que ça ne marche juste pas. Beaucoup de jeux explosifs, autant par la course que par la passe, je capotais. C'est un match vraiment divertissant. Pour de vrai, là, à l'écouter, j'ai adoré le match, mais je capotais parce que qui va gagner ce maudit match-là? Quand je pense que c'est dans la main pour les Browns, seuls les plus. Quand je pense que les Chargers sont en contrôle, ils le sont plus. Un peu comme le match Minnesota-Nouvelle-Orléans la semaine passée, que je disais que c'était un match super divertissant, mais que c'était pas des grandes équipes de football. Ça peut être des grandes équipes de football. Okay. Surtout qu'on sait que les Browns ils ont tellement un beau jeu au sol, une bonne ligne à l'attaque. Fou, là. Les brèches qui créent
Nick Chubb, avec sa propulsion, sa vitesse, comment il peut briser des plaqués, son pivot, c'est quand il fait là, son petit sidekick, là, où est-ce qu'il se donne un petit élan de côté pour faire manquer un plaqué ou genre, pour juste aller dans la brèche, il est incroyable. Moi, je trouve vraiment que les Browns, ils ont beaucoup de potentiel. J'ai hâte de voir ce que ça va faire quand Watson va revenir au jeu. Est-ce qu'il va être en forme ou ça va lui prendre du temps? Parce que là, les Browns, ils ne s'achètent pas du temps à être 2-3. Fait qu'il n'y a pas de temps d'ajustement. Brissett, il joue bien. C'est pas de sa faute s'ils ont perdu le match. Mais c'est les Chargers qui se sont tirés dans le pied solide puis ils auraient pu perdre le match par leurs propres moyens à cause de leur propre décision d'y aller en 4e essai puis de faire des jeux risqués. J'aime pas vraiment ça en ce moment. Donc pour moi, Chargers-Browns, super divertissant, mais si j'étais un fan des deux équipes, je serais stressé à voir le match. Parfait. Je suis pas en confiance. OK, vraiment cool. pas. Merci, coach. Ça fait plaisir. Là, j'aimerais t'amener aussi là, rapidement, on va parler des Bills 38-3 contre les Steelers. Les Bills, juste te dire, faites à noter, j'ai vu ce match-là. Faut pas se fier à la statistique. Faut pas se fier au 38-3. Il y a 2 placements manqués à cause du vent de Boswell. Ça aurait pu être 38-9. Moi, ce que je retiens, c'est pas le pointage, la différence de pointage. J'aime que tu précises que ça aurait pu être 38-9. Non, mais c'est pas J'aime que je vois le fan en toi qui parle. Non, Marc, c'est même pas ça. C'est pas le fan en moi. Là, arrête de me dire des choses que j'ai pas dites. T'as exactement dit ça. Arrête, Marc. Je sais que j'ai dit ça. Faut pas se laisser Non, mais c'est pas. surprendre par les Je l'ai statistiques. dit. Il y a eu 2 placements ratés. Ça aurait changé l'issue du match, mesdames et messieurs. J'ai jamais dit ça dans ce sens-là. Je suis pas là pour dire les petites victoires des Steelers. On n'est pas là. Moi, il y a 2 choses que je veux retenir dans ce match-là. Vas-y. Il y a 2 choses que je retiens, mais en priorité, la chose que je retiens pour les Bills, j'ai vu qu'ils sont vraiment là pour de vrai. Les Bills, ils sont vraiment là pour de vrai parce que il aurait pu inscrire des records. Il aurait pu dire, Josh Allen aurait pu se dire, hey, j'ai 6 touchés dans ce match-là. Parce qu'à la mi-temps, je pense qu'il y avait déjà comme 310 verges puis 4 touchés, je pense, à la mi-temps. Il y avait déjà ça? il y avait déjà 400 verges. Il y avait 350 verges par la passe puis 50 verges par la course. C'est ça, juste en première demi. En première demi. Et il y avait 4 passes de toucher. C'est ça. Puis tu sais quoi, rapidement, le match était hors de portée. Puis ils l'ont benché. C'est Case Keenum qui a fini le match. Beaucoup de starters, même Stephon Diggs n'a pas terminé le match. Même chose pour Gabe Davis. Donc, pour moi, les Bills se sont dit, on aurait pu faire un statement, mais contre les Steelers, en ce moment, il n'y a pas de statement à faire. Nous, ce qu'on fait, c'est... Le 38 est en masse, on n'a pas à... L'important, c'est la victoire puis le repos des partants. On ne veut pas risquer qu'un match qui ne veut plus rien dire, nos joueurs se blessent. Puis tu vois que les Bills, beaucoup d'équipes comme les Chiefs, là, Mahomes, il ne sort pas du match. Il reste jusqu'à la fin. Absolument. Il va avoir 6-7 passes de toucher, alors que c'est une cause que tu te dis, le match est hors de portée déjà, ça ne sert à rien. Je ne peux pas dire par rapport à toi, parce que c'est 6 touchés jusqu'à la fin qui ont gagné le match. C'est un match serré jusqu'à la fin contre les Ravens. Donc, c'est pas une brique que je lance à toi. Mais je sens que les Bills se sont dit, on pourrait y aller pour 6 passes de toucher. On pourrait y aller pour 7 passes de toucher. Il y a le temps. La défensive des Steelers est arrachée. Le but, c'est pas de humilier les Steelers, c'est de ne pas prendre des risques. Le match est déjà dans la poche. Le match est dans la poche, on passe à autre chose. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que Kenny Pickett sont calmes. Comment il a su bien gérer le match, je suis en confiance. La chose que je vois des Steelers par rapport à un véritable problème, là, c'est Harris qui est visiblement incommodé par une blessure. Je ne reconnais pas le porteur de ballon en ce moment. Najee Harris qui... Je regrette mon choix dans mon fantasy. Je l'ai pris haut en plus, honnêtement, lui. Mais c'est pas du tout le même joueur actuellement. Il en arrache. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et aussi, faites à noter que le nombre de passes échappées par Claypool puis par Deontay Johnson, ça marche tellement pas. Pickens, ça va super bien. Puis ils sont même allés tester d'anciens receveurs de passes de Pitt qui n'ont pas été draftés pour voir ce que ça pourrait marcher avec Kenny Pickett qui est allé à l'université de Pitt, justement. Parce que ça marche vraiment pas, là. Deontay Johnson échappe des passes qu'il devrait attraper. En plus, il s'ouvre la trappe encore sur les réseaux sociaux contre Ryan Clark, qui est un ancien joueur des Steelers défensifs. Ryan Clark a gagné le Super Bowl. Il commente les Steelers comme quoi « Hey, Deontay Johnson, ça se passe pas bien, il échappe beaucoup de ballons. » Deontay le prend mal. Puis il call out Ryan de comme « Ah, si t'es si bon que ça, viens donc jouer avec nous autres pour nous aider. » L'a amené, pour vrai, tais-toi. L'a amené, t'es un professionnel. Laisse les analystes commenter, surtout quand l'analyste, c'est un ancien de ta franchise qui a gagné, le Super Bowl. Amenez, t'es qui, toi, pour parler? Prends sur toi. Là, prends sur toi. Regarde-toi dans le miroir un peu. Ah non, mais j'en reviens pas. Puis, tu sais, je veux pas dire
au prix qu'ils l'ont signé, mais justement, c'est supposé être la référence, c'est supposé être lui, puis il va faire un catch contesté en 3e et 10, puis là, on pense qu'on va tout oublier les 3 passes d'avant qui nous ont emmenés en 3e et 10, Ouais, c'est justement, ça, ouais. où est-ce que tu as échappé en premier et 10, tu as échappé en 2e et 10, puis là, tout d'un coup, tu as un jeu spectaculaire. J'aime pas ça. À date, je trouve que ça se passe pas bien pour lui. Puis les Steelers, il y a vraiment beaucoup de questions. Outre les blessures qui... il y a 8 partants sur 11 en défensive Non, qui est ça, blessé. ouais, ça, C'est plus les Steelers, c'est l'équipe B, C'est ça. l'équipe C, les Steelers qui jouent. Mais c'est vraiment juste de voir qui on veut garder pour la suite, qui on veut se départir pour la suite. Donc, il y a des questions à se faire cette année. J'ai hâte de voir les changements qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir le développement des jeunes. Moi, je suis là-dedans. Fait que j'ai apprécié le match quand même parce que les Bills, wow, vraiment, là, toute une C'est une attaque belle machine de football. exceptionnelle. Là. Belle machine de football. C'était triste pour moi en tant que partisan des Steelers, mais je sens juste que le score, pour moi, il veut dire quelque chose, mais c'est surtout la Ils ont-tu manière... joué au sol, Buffalo, un peu? Ou Non, je suis pas du fatigué tout, avec non. ça? Non, ça Non, ça a non. pas... Non, je suis Non. fatigué avec ça, mais... Gabe Davis a juste 2 passes captées, 168 ouais, c'est verges, 2 touchés extrêmement longs. Tu sais, c'est pas compliqué. Les Steelers auraient pu perdre le match avant même que Kenny Pickett prenne la balle parce que Josh Allen fait un touché de 98 verges. Oui, c'est le deuxième ou troisième jeu du match. Là, Troisième jeu du match, c'est comme passe manquée, jeu au sol avec 0 verge. Alors ça, une passe, une bombe Bye-bye. à Gabe Davis, Ouais. 98 verges touché. Alors ça, il punt. Le retourneur des Steelers échappe la balle, redonne la balle aux Bills. Mais les Steelers ont été capables de faire un stop défensif et ils ont bloqué le placement. Mais là, c'était juste 7-0. Il n'y a même pas eu ce revirement-là de points accordés. Ouais, mais c'est ça aurait pu être 14-0 ou même Avant 10-0 même que... avant même que les Steelers aient une seule Ben oui, possession c'est à fou, l'attaque. ça. T'imagines-tu? C'est la 3e fois qu'ils ratent un retour de punt. 3e fois. Aïe, aïe, c'est une catastrophe, ça. Fait que, tu sais, c'est ça que je te dis. Il n'y a rien qui fonctionne. Ouais. Donc, on va apprécier ce qu'on voit. Parfait. Là, j'étais peut-être un peu, au moment où j'ai vu les Steelers, peut-être en colère, mais pas autant en colère que pour ce match-là du jeudi soir. Les Colts gagnent en prolongation 12-9 contre les Broncos. Marc, parle-moi de ce match-là. Je le sais pas. Pour vrai, je le sais pas. Moi, là, j'ai de la frustration là, envers ce match-là. Là. C'est un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. J'ai envie de lever mon chapeau aux Seahawks de Seattle et à Pete Carroll. Sérieusement, là, on regarde cet échange-là. Les Broncos, ils ont donné 2 choix de première ronde. Je pense que c'est 2 choix de deuxième ronde. Puis je pense des choix de troisième ronde. En tout cas, ils ont donné comme 6 ou 7 choix. Noah Fent, le QB, j'oublie son nom. Geno Smith et Drew Lock. Exactement. Puis là, tu arrives avec Russell Wilson qui est pas l'ombre de lui-même. Je me dis, chapeau Pete Carroll puis les Seahawks, ils ont vu ça venir. En tout cas, s'ils ont vu ça venir, c'est un coup de génie qu'ils ont fait là, les Seahawks, parce que pour vrai, c'est une catastrophe. Je le sais qu'il y a plusieurs analystes qui ont parlé du fait que Russell Wilson n'est pas aimé de ses coéquipiers. Je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans. Ça, je trouve que c'est des échos de vestiaire, des rumeurs par-ci par-là. Je ne veux pas rentrer là-dedans personnellement. Je trouve que ça ne m'intéresse pas. Mais en demeure pas... Mais quand tu vois Melvin Gordon, les yeux qu'il lance à Oui. Russell Wilson, quand tu vois Hamler qui est wide open 2 fois sur son trajet pour marquer... D'un qu'après, il enlève son casque puis il pitch son casque en dégoût. Là, ouais, c'est ça. Des coups de vestiaire, là, tu le vois qu'il y a beaucoup de frustration dans ce vestiaire-là, Ouais. même sur le terrain. Ouais. Puis, tu sais, moi-même, le premier, là, dans notre premier épisode... Mais qu'est-ce que tu allais dire avant que j'ai ça, juste pour situer vraiment... En fait, ce que je voulais dire... C'est pas des échos de vestiaire, Ce que je voulais dire, c'est que... pas des échos de vestiaire, mais il en demeure pas moins que Russell Wilson ne joue pas bien. Non. Puis, tu sais, on a beau dire Denver, ça marche pas, Denver, ça marche pas. Tu regardes la défensive de Denver, là, tous les matchs qu'ils ont joués, je suis même pas sûr qu'ils ont accordé une seule fois 20 points. Dans tous leurs matchs de l'année, là, je serais curieux, là, je sais pas si on est capable de trouver la stats vite fait. Là. Je suis même pas sûr qu'une fois, depuis le début de la saison, ils ont accordé 20 points. Fait que, tu sais, en quelque part, quand on dit ils sont pas bons, ça marche pas, ben c'est pas tant que ça marche pas, c'est vraiment Russell Wilson avec son attaque que ça clique pas. Je te laisse chercher cette information-là. OK, ils ont donné 32 points contre les Raiders la semaine 4, mais sinon, ils ont donné 12, 10, 9 et 16 points. Tu sais, fait que pour vrai, une attaque qui donne en 5 matchs, donne une seule fois en haut de 20 points, c'est pas normal que tu gagnes juste 2 matchs, là. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, quand on dit qu'il n'y a rien qui marche pour les Broncos,
La défensive fait un excellent travail dans cette équipe-là parce que pour vrai, non seulement elle ne donne pas 20 points, elle passe sa game sur le terrain parce que l'attaque des Broncos n'est pas capable d'aller chercher de premier jeu. Ils font juste dégager. Fait que non seulement ils ne donnent pas 20 points, ils sont tout le temps sur le terrain puis ils font tout le temps des stops contre l'attaque adverse. Fait que moi, la défensive des Broncos m'impressionne énormément. Mais il y a des questions à se poser par rapport à Wilson parce qu'il y a des lectures qui sont. Tu sais, c'est pas juste une question de. Il y a peut-être une blessure à l'épaule parce que là, il a reçu une injection. C'est pas juste une question de blessure à l'épaule. Il y a des lectures claires et franches qui sont pas là. C'est soit le système de jeu, soit ses habiletés quand il parle en confiance ou il ne connaît pas ses priorités. C'est ça. Je sais pas. Il est peut-être pas habitué encore à l'attaque de Denver avec les joueurs. Je sais pas s'il y a. C'est-tu Nathaniel Hackett aussi qui arrive là puis qui a été un peu. Overbuild, surestimé à cause qu'il était avec Rodgers puis Matt LaFleur à Green Bay, puis il n'aurait jamais dû être coach en chef. Je ne le sais pas, mais il y a des questions à se poser par rapport à cette attaque-là. Ouais, je ne dis pas que j'ai des réponses, mais il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à l'attaque. Mais la défensive, il en demeure pas moins que c'est une des, sinon la meilleure défensive de la Ligue. Oui, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'aimerais t'amener à un autre match maintenant. Les Giants l'emportent 27-22 contre les Packers à Londres. Premier match hallucinant de voir ça. Mais qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Puis je t'avais dit que tu allais aimer les Giants. J'avais vu la semaine d'avant. Je t'ai dit tu vas être agréablement surpris. Mais je pense que tu étais trop surpris puis c'était pas assez d'agréable parce que c'est contre ton club. Mais parlons un peu de tes impressions. Mais moi, je t'ai texté à la mi-temps. Je t'ai dit les Giants sont très ordinaires. Je t'ai appelé après. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as appelé, tu m'as dit les Packers vont perdre en deuxième demi. C'est exactement ce qui est arrivé. Pour vrai, mais sérieusement, c'est vraiment un match en deux temps. Puis ce qui a fait la différence, je te le disais avant qu'on enregistre, c'est qu'en première demi, Daniel Jones, à cause de sa blessure, il était aucunement mobile. Toi, tu me l'avais vanté là, dans ton devoir de match, je ne sais pas si la semaine passée ou il y a 2 semaines, que tu disais que le gros upside de ce carrière-là, c'est qu'il était mobile, il étirait le jeu, il était capable d'aller chercher des deuxième, troisième lectures parce qu'il étirait le jeu. En première demi, je n'ai pas du tout vu ça. En première demi, l'attaque par la passe des Giants était complètement absente. C'est quoi? Barkley faisait quand même sa job, mais aucune attaque par la passe, excusez-moi. Puis les Packers ont réussi à en profiter, beaucoup de temps de possession. Puis en deuxième demi, les Giants sont revenus une possession de 8 minutes pour le toucher. Après ça, ils ont arrêté les Packers 3 and out. Une autre possession de 7 minutes et demie. Le match est joué là. C'est pas compliqué. Dans les 16 premières minutes de la deuxième demi, les Giants ont eu le ballon 15 minutes et demie sur les 16. Fait que ça a complètement tué le match. 2 super séquences que Daniel Jones est revenu, le Daniel Jones que tu me parlais il y a 2 semaines ou la semaine passée, je me souviens plus. La semaine dernière, oui. La semaine dernière. Fait que vraiment, moi, j'ai été impressionné par cette équipe-là. C'est pas une équipe flamboyante. C'est pas une équipe qui fait des gros jeux, mais elle fait tout bien. La défensive fait bien ça. Daniel Jones fait les beaux petits détails. Saquon Barkley, c'est un excellent running back. Ils ont tout pour faire les séries, les Giants, puis ils pourraient causer des surprises en série, honnêtement. Moi, je pense que oui. Puis la seule chose qui leur nuit, c'est que la division des Giants s'est réveillée en même temps. Où est-ce que là, les Cowboys sont 4-1 et puis les Eagles 5-0. Puis là, eux sont 4-1. Oui, donc c'est 3 excellentes équipes dans la même division. Comme tu disais la semaine passée, ça se peut qu'on se ramasse avec 3 équipes de cette division-là en série. Là. Moi, ça ne me surprendrait pas. Je n'étais pas surpris de voir la défensive des Giants s'ajuster en deuxième demi. Je n'étais pas surpris non plus de les voir gagner le match, mais c'est de la manière. Ils sont revenus de l'arrière. Puis, ils ont accordé 0 points aux Packers en deuxième demi. Le seul 2 points, c'est un safety pour écouler le plus de temps possible à la fin du match. C'est genre l'avant-dernier jeu du match. Ouais, exact. C'est le botteur en 4e essai qui a juste tué 12-13 secondes puis ils ont pris un 2 points. Oui, j'ai trouvé ça super hallucinant. Donc, les Packers, ils ont vraiment beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes, je pense. Sur leur identité. Il manque vraiment un wide receiver. Oui, parce que Bay, je sais pas si ça ne fonctionne pas. Alan Lazare, ça ne fonctionne pas. Les recrues, il y a eu Dobbs qui a eu 1 ou 2 matchs corrects, mais il n'est pas prêt pour être un receveur numéro 1. Puis il y a l'autre aussi qui a été Watson, repêché en deuxième ronde. Lui, il est vraiment pas prêt. Là. Il manque vraiment quelqu'un. Là. Mais je pense que tu as Aaron Rodgers qui adore distribuer la balle, il adore passer, mais tes 2 meilleurs joueurs, c'est 2 running backs. Fait que je pense qu'il y a comme une espèce de petite antithèse de peut-être que comme un tire la couverte pour l'autre, peut-être qu'Aaron Rodgers se force à passer. Il sort de 2 saisons MVP, il veut bien paraître encore, il veut pas avoir des stats de
entre guillemets, un peu moins bonne, peut-être moins alléchante, mais je trouve ça un peu... je sais pas si c'est l'identité qui doit Ben, puis, tu sais, il y changer. a peut-être. Est-ce que lui résiste à Ben, ce c'est ça, changement-là? j'allais dire. J'ai vu une entrevue avec Aaron Rodgers cette semaine qui disait que justement sur le dernier jeu, là, 4e et 1, que la passe a été rabattue, le dernier jeu du match de l'attaque des Packers, il y a eu un temps d'arrêt des Giants, puis au temps d'arrêt, on a vu Aaron Rodgers retourner sur les lignes de côté, puis on a vu à la caméra Matt Lafleur disant « You really want to run this play ». Donc, tu veux vraiment y aller avec ce jeu-là. Puis, ce que Rodgers il a expliqué, c'est qu'il dit « Moi, je suis arrivé, j'avais une vision du jeu. » Puis Matt Lafleur avait une autre vision, il voulait aller avec un autre jeu. Puis il dit « Finalement, Matt Lafleur m'a laissé choisir mon jeu. » Puis la passe a été rabattue. Fait que ce qu'on comprend clairement, c'est que Matt Lafleur voulait probablement y aller avec un jeu au sol ou en tout cas impliquer ses running backs. Mais c'est que Aaron Rodgers voulait aller avec une passe comme à son dépanneur à droite, puis comme, tu sais, une courte passe, puis comme s'il court après avec la balle. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il se disait, mon receveur va pas l'attraper si je le lance 15-20 verges plus loin. Mais c'est une passe, on dirait, piège très classique qu'on voit souvent, qu'on voit tout le temps. Puis les Giants étaient prêts à ce genre de petite passe-là, petite passe piège. Donc, c'est pas une surprise. On dirait, je sais pas. Peut-être qu'il aurait pas dû croire son corps, mais en même temps, je peux pas le blâmer de croire son athlète. Je pense encore que les Packers vont gagner leur division parce que je ne crois pas trop aux Vikings, mais je ne reconnais pas mes Packers. En début de saison, je te parlais, je pense que... C'est un deuil, Marc. J'ai vécu ça pour les Steelers il y a quelques années. L'identité des Packers change tranquillement pour s'en aller vers une équipe plus défensive. Je la vois pas, cette défensive-là. Ils ont été bons le premier, non pas le premier match, mais peut-être les matchs 2 puis 3, pas pire. Mais matchs 1, 4, 5, la défensive n'est pas là. Oui, j'ai vu ce match-là, puis la défensive que tu me vantais, je ne l'ai pas reconnue. Aucunement. J'ai vu les Giants en première demi en arracher à cause d'un manque d'exécution de jeu. Pas parce que la défensive des Packers était bonne. Exact. Pas à cause que la défensive rabattait des passes, à cause de passes imprécises, un peu trop loin. Ouais. Peut-être que la pression se rendait trop à Daniel Jones, il ne peut pas courir. J'ai pas senti que les Packers en défensive étaient en contrôle du tempo. Du tout. Vraiment pas. Là, Texans l'emporte 13-6 contre les Jaguars. J'ai pas vu le match. La seule chose, par contre, que je tiens à dire, c'est oui, les Jaguars ont eu un bon début de saison, mais les Texans, on savait qu'elle n'allait pas être 0-17 ou 0-16-1. Donc, ils ont une victoire, tant mieux. Je ne sais pas si ils vont bâtir là-dessus avec comme Damian Pierce qui a eu un super beau match selon les statistiques, puis les highlights que j'ai vus. Peut-être que ça passe maintenant par leur running back, puis que peut-être que c'est le début de quelque chose. Reste à voir. Trop peu, trop tard, sûrement, mais à suivre de voir est-ce que c'est un réveil des Texans ou c'était peut-être juste un match de division qu'ils ont gagné parce qu'ils connaissent bien les Jaguars puis ils étaient chez eux. L'année nous le dira pour voir s'ils vont bâtir là-dessus ou s'ils vont continuer avec la séquence de défaites qu'ils ont vécue plus tôt. Les Vikings l'emportent 29-22 contre les Bears. Moi, je veux juste mentionner une grosse mention à Denzler, le joueur défensif des Vikings. C'est un des plus gros jeux défensifs que j'ai vu dans les dernières années. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu le match. Le dernier jeu, les Bears ont le ballon et ils remontent le terrain, là, vraiment. Ils font une belle séquence. Et Fields fait une passe d'une vingtaine de verges, là, à peu près 20-25 verges. Puis son receveur court avec le ballon. Puis Denzler rejoint le receveur par derrière. Et littéralement, il lui arrache le ballon des mains, puis il repart à courir de l'autre bord, puis il se jette à terre. C'est un des plus beaux jeux défensifs. Pour vrai, va voir ce highlight-là. Wow. Juste pour ce highlight-là, ça vaut la peine. Donc, chapeau. J'ai pas vu tout le match, mais j'ai regardé la fin parce que j'ai vu que le score était serré. Fait que je suis allé voir la fin. Fait que je veux pas m'éterniser. J'ai vu ça en temps réel. Wow. Vraiment, chapeau à Denzler. Il a probablement sauvé la victoire pour les Vikings parce que pour vrai, les Bears avaient une super belle séquence. Les Vikings 4-1 auxquels tu ne crois pas, qui sont en tête de la division pour l'instant. Reste à voir si ça se maintient ou pas. Je crois pas. Ils ont battu les Bears par la peau des fesses. Les Bears, c'est une équipe qui est vraiment pas bonne. Oh, match de division, Ils ont battu Nouvelle-Orléans la semaine passée par la peau des fesses. Nouvelle-Orléans, c'est pas une bonne équipe. Fait que pour moi, le 4-1 des Vikings est un peu... Il n'est pas impressionnant, en fond. Ça reste 4-1, ça reste très bon, mais c'est pas... c'est pas le 4-1 des Giants, mettons. Exactement. Pour moi, le 4-1 des Giants me parle plus que le 4-1 des Vikings. Parfait. Les Patriots qui blanchissent les Lions. Les Patriots qui gagnent 29-0 contre les Lions. J'ai pas vu le match, mais je suis sous le choc des Lions. Je pense que je débarque du bandwagon.
Moi, en fait, ça m'a rappelé quelque chose, ce résultat-là. Parce que j'ai pas vu le match, j'ai vu les highlights seulement. Donc, j'ai vu des jeux défensifs des Patriots, je pense un toucher défensif qui ont fait, beaucoup de revirements. Je pense que les Lions, il ne faut pas oublier que la séquence de l'an passé, de 2 ans, ça laisse des traces encore. Puis même s'il y a beaucoup de talent, ça peut prendre du temps quand tu as une franchise qui a beaucoup souffert, que même si tu as des bons éléments, avec un bon coach qui a une tête sur ses épaules puis qui tient à son équipe, amener, il va manquer quelque chose. Puis je sais pas quoi exactement, mais je pense que Bill Belichick avait un bon plan de match pour contrer les meilleurs éléments à l'attaque. Puis ça les a pris en déroute, ça l'a brisé en confiance. Puis je pense que peut-être une équipe qui manque de confiance. S'ils perdent par un gros score, ils disent « Ah, c'est comme l'année d'avant, c'est comme l'avant. » Fait que tu sais, quand ils partent en Lyon, je sais pas un jeu mauvais, mais quand ils partent en Lyon, ils restent forts. Mais quand ça part mal, je les vois pas des fois revenir. Fait que dommage pour les Lions, mais moi, je vois quand même, c'est mon équipe un peu chouchou. Je suis pas sur le bandwagon de comme ils vont bien performer, mais c'est une équipe que je vais chérir leur bon moment. Parfait. C'est une équipe que je vais continuer. J'ai pas d'attente, mais je vais continuer à chérir leur bon moment. Quand ils vont arriver, je vais être là pour célébrer. Parfait, Puis, c'est bon. puis je vais être là pour un câlin quand ça se passe pas bien. Donc voilà, c'est ça mon Super. spirit. Les Saints qui l'emportent 39-32 contre les Seahawks. Moi, j'ai pas vu le match non plus, mais je sais que c'est un match qui était quand même serré, un match hautement offensif. Donc, j'ai vu les stats de certains joueurs. Chapeau, mais beaucoup de blessures des deux côtés. J'ai hâte de voir comment ça va se transposer parce que leur jeune sensation, Olave, blessé pour le match, fait à marquer. Running back des Seahawks aussi, il y a un running back qui a été blessé. Leur saison est finie, ouais. Donc, sa saison est finie à lui, ouais. OK, dommage. Donc, c'est ça. Il faut juste Ouais. faire attention avec ce genre de match-là, des fois, que même si tu gagnes, que tu perds un gros morceau. Taysom Hill a connu un super beau match. Là. Vous allez voir ses highlights. Il était partout sur le terrain, en attaque, unité spéciale, même en défense, la légende le dit. Donc, c'est fou à quel point il a fait beaucoup de gros matchs, beaucoup de beaux jeux, puis il était tout feu tout flamme. Je ne sais pas si ça va pas se maintenir, mais quand même un match à haut pointage. Les Jets l'emportent 40-17 contre les Dolphins. C'est surtout le Bridgewater qui est blessé. Là, on se tourne vers le troisième quart arrière des Dolphins. C'est sûr que ça a joué là, dans la balance. Là. Les Jets montrent quand même de très, très belles choses. Puis ils n'ont pas volé leur fiche de 3-2. Là, vraiment, ils le méritent. C'est bien mérité, oui. Ils montrent des belles choses. Mais en demeure pas moins que Miami, avec son troisième quart arrière, ça change complètement l'allure du match. Là. Ça change la dynamique, surtout que Bridgewater, il n'avait pas l'air ébranlé sur le plaqué qu'il a subi. C'est par mesure préventive, surtout avec l'histoire qu'on connaît de Tua. Ça, ils n'ont pas voulu qu'ils n'ont se pas faire voulu. dire encore une fois. C'est la troisième semaine de suite que... Non. Donc, ils ont bien fait dans cette optique-là pour protéger Bridgewater. J'ai vu que et Tua et Bridgewater avaient pratiqué cette semaine. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver pour en fin de semaine, qui va starter, qui va être disponible, pas disponible. Mais ce que je semble comprendre, c'est que et Bridgewater et Tua, ça ne devrait pas être trop long comme absence. Fait heureusement pour les Dolphins, parce que surtout avec les attentes qu'il y avait, puis surtout qui performaient aux attentes aussi en début de saison. Exact. Avant la blessure à Tua, c'était vraiment un spectacle relevé. Les Dolphins performaient extrêmement bien, super bon départ. Ouais. Donc la blessure a quand même ébranlé l'affiche. On va voir s'ils ont assez pour se remettre sur pied et rester dans le top de la AFC. Pas de leur division, parce que les Bills mènent à 4-1. Mais on va voir là, s'ils peuvent rester peut-être deuxième ou même reprendre la pole position s'il revient en santé. Je lui souhaite le meilleur là, à ces deux athlètes-là. Les Titans l'emportent 21-17 contre les Commanders. Les Titans, dans le fond, qui étaient les premiers de la AFC l'an passé, ils ont commencé leur saison à 0-2 et maintenant ils sont à 3-2. Donc peut-être qu'on va voir une première équipe à 0-2 faire les séries éliminatoires. À surveiller, ils sont revenus à leur identité, ils passent bien la balle, ils courent bien. Puis Commanders, dans le fond, ont quand même eu quelques jeux explosifs, surtout avec le recrue Watson qui a connu un catch spectaculaire. Ce match était serré. C'était un match quand même, j'ai vu par bribes seulement. Puis à chaque fois, j'étais comme, OK, c'est intense. C'est un gros match, un gros match qui est en train de se jouer. Surtout très important pour les Titans à 3-2 maintenant. Les 49ers qui traversent les Panthers 37-15. On voit que Jimmy Garoppolo maintenant, il prend vraiment son aise. Donc, il réussit plus en confiance, réussit des gros jeux. Puis Kittle en forme, ça fait vraiment une menace de plus là, par rapport là, à l'attaque des 49ers. Eagles-Cardinals. Les Eagles l'emportent 20-17 contre les Cardinals. Moi, j'ai vu ce match-là. Toi, tu l'as-tu vu, Marc? Je n'ai pas vu le match au complet. Moi, j'ai vu un peu comme Chicago-Minnesota, j'ai vu la fin de ce match-là. Fait que je peux peut-être commenter la fin si tu veux. Vas-y peut-être plus pour le match. Là. Moi j'ai quelque chose à dire par rapport à la fin. Mon match, c'est que les Eagles,
à leurs 2 premières possessions, marquent 2 touchés, puis ils font 14-0. Ils auraient pu mettre le match rapidement hors de portée. Ils n'ont pas été capables de closer ça. À 14-0, on a vu dans le fond, des 3 and out où est-ce que ça se passait pas bien. Certains jeux explosifs qui se transportent même pas jusqu'à dans la zone de but, même pas en field goal. Donc, les Eagles, moi, je les trouve, c'est un 5-0 fragile, je trouve. Parce qu'à plusieurs reprises cette année, il aurait pu perdre ce match-là. Il aurait pu perdre ce match-là. Ils trouvent la manière de gagner, tant mieux pour eux. Mais je ne sais pas si c'est tenable parce que les Cardinals se font exploser une fois sur 2. Ils ont une fiche de 2 victoires, 3 défaites. Donc, c'est sûr que les Cardinals, ils ont battu qui? Les Raiders. Ils sont fait battre par les Rams. Donc, amener, t'en arraches contre les Cardinals. Ils reviennent de l'arrière sur toi. T'es en contrôle de la NFC, puis tu te fais avoir jusqu'à la toute fin du match. C'est un match extrêmement serré qui aurait pu perdre. Je veux voir les Eagles avec des victoires plus décisives contre des équipes qui étaient en... Ça reste une équipe de série éliminatoire, que même s'ils n'ont pas une fiche à 500, ils peuvent avoir une fiche de 500. Puis les Eagles, c'est supposé te rendre plus loin cette année. Ton but, c'est pas de faire les séries, c'est de gagner des matchs de séries éliminatoires puis te rendre au moins jusqu'en finale de la NFC. C'est clairement l'objectif là, qui prévaut cette année. Je ne les sens pas là encore. Ils doivent continuer à s'améliorer. Puis à date, je le vois pas. Ils ont quand même eu des matchs pas nécessairement. Tu sais, leurs 3 défaites, c'est contre les Eagles qui sont 5-0, contre les Chiefs qui cassent tout à date, Ouais. puis contre les Rams. Tu sais, le match contre les Rams, bon, peut-être un peu moins, mais il en demeure pas moins que 2 de tes 3 défaites, c'est contre peut-être 2 des 3 meilleures équipes de la Ligue. Tout à fait. Rajoutons les Bills là-dedans, peut-être avec les 3, les Chiefs, Bills puis Eagles, c'est peut-être les 3 meilleures équipes de la Ligue. Les Cards, ça reste une excellente défensive. Ils ont des bonnes unités spéciales qui font peu d'erreurs, mais l'attaque, des fois explosive, des fois non explosive, je la comprends pas, l'attaque des Cardinals. Je regarde quand même les 4 prochains matchs des Cards, c'est Seattle, Nouvelle-Orléans, Minnesota puis Seattle. Ils ont quand même 4 matchs prenables là, dans les 4 prochaines semaines. Mais pour les Eagles, c'est eux qui me stressent le plus. Parce que comme je te dis, c'est un 5. J'ai peur que le fanbase ait trop d'attentes. Ben, surtout avec la division qu'ils ont. Ils ont quand même Dallas et les Giants dans leur division. Fait que c'est quand même... mais ça ne sera pas des matchs faciles là, en mon point, interdivision. On est un peu hautain. Puis des fois, surtout avec beaucoup de jeunes recrues, ça peut être dur de vraiment saisir le moment, d'en profiter, de ne pas se faire prendre au dépourvu en début de match, de ne pas se faire prendre en déroute. Donc, j'ai hâte de voir leur attitude plus vers la fin de la saison, puis voir comment ils vont continuer de se développer parce qu'ils doivent continuer à se développer. Parce que moi, je te dis, je ne suis pas en confiance. C'est un 5-0, mais je considère qu'il y a des équipes meilleures qu'eux dans la NFC en ce moment. Ben, personnellement. Les Eagles, je pense qu'en fin de semaine, ça va être un très bon test pour eux. Ça va être contre Dallas, on en reparlera tantôt. Après ça, ils ont un bye, puis après ça, ils ont une séquence de 4 matchs qui n'en échapperont pas, là, sans vouloir être méchant. Pittsburgh, Texans, Washington, puis les Colts. Je vois pas les Eagles perdre un de ces matchs-là. Il faut que tu gagnes ces 4 matchs-là. Fait que, tu sais, ils ont quand même une cédule. Tu sais, le match en fin de semaine, ça va être un bon test. Après ça, un bye week, puis après ça, faut que tu enchaînes 4. Comme je te dis, les vrais tests, pour moi, c'est pas durant la saison. Ils vont avoir une bonne fiche, ils vont avoir une bonne saison. Ma vraie question, c'est en série éliminatoire, est-ce qu'on est capable de livrer la marchandise, oui ou non? Puis c'est ça c'est pas une équipe qui gagne de manière convaincante, comme les Bills peuvent closer des matchs, comme les Chiefs closent des matchs, comme les... peut-être les Bucks sont capables de closer des matchs, on dit hey, c'est hors de portée, mais comme les Rams ont été capables de le faire par les années passées, pas cette année en ce moment, mais il y a des matchs que tu dis OK, j'y crois plus. Même si le score n'est pas si élevé, même si la différence n'est pas si élevée, j'y crois plus, ça se passera pas. Moi, la seule chose que je veux dire par rapport à ce match-là, tu n'en as pas parlé. Moi, je veux quand même parler de la glissade de Murray sur le dernier jeu à l'attaque des Cardinals. Moi, je trouve que ça démontre à quel point ce gars-là, tu sais, dans son contrat, là, il y a la clause d'étudier les matchs. Moi, je trouve que ça démontre que son IQ football n'est pas tant là. Il a d'énormes habiletés athlétiques. Quand il se met à courir, ce gars-là, il n'y a personne qui court comme lui. Là. Il est comme une façon de courir. Il est vraiment rapide. Il est beau à voir aller. Mais sa glissade à une verge avant le first down et que ça le met en 3e et 1 et qu'au lieu de faire un jeu ou quelque chose, il s'en va spiker le ballon pour donner un 4e et 1. Puis là, tu forces ton entraîneur à caler le field goal. Moi, je trouve que ça ment. De un, sa glissade, il n'est pas conscient, il est où sur le terrain, parce qu'il aurait clairement pu là, aller chercher sa verge de plus avant de glisser. Il a glissé à une verge du premier jeu, donc il n'est pas au courant d'il est où
il n'est pas au courant, il est sur le terrain, il n'est pas conscient de la situation que ça tombe un 3e et 1, que si tu spikes le ballon, ça devient 4e et 1. Fait que moi, il y a quand même ça, que le message que ça m'envoie, c'est que son IQ football n'est pas super élevé là, à Murray. Oui, une grosse erreur à ce moment-là, puis ça peut coûter le match carrément. Exact, parce que ce que ça a fait, c'est que ça a forcé son entraîneur à caler un field goal quand même sur une grande distance. Ouais. Au lieu d'avoir un premier essai, puis d'essayer d'avoir plus de verges encore, puis de rapprocher le field goal pour égaliser le match. Tu vois, ça répète les Rams qui n'ont jamais été dans le coup dans ce match-là. Rams, ça va pas pantoute. Là. L'attaque est pourrie. Là. La ligne. Robert Woods, puis t'avais OBJ. Puis Tu avais là, Van Jefferson, mais Van ouais, c'est Jefferson, ça. il est blessé en ce moment. Ouais. Il va revenir au jeu bientôt, peut-être. En tout cas, j'y souhaite. Je n'ai pas exactement le timeline, mais je sais que c'est pas pour la saison. Il devrait revenir au jeu sous peu. Mais surtout, la ligne à l'attaque, le problème, là, il n'est pas capable d'installer le jeu au sol. Puis il y a beaucoup trop de sacs accordés à Matthew Stafford. Puis c'est pas toujours de sa faute. Là, Non. Là. C'est pas toujours de sa faute, puis c'est ça. Mais ils ont perdu 3 gars sur leur ligne à l'attaque. Ah, ça paraît. 3 sur 5, c'est énorme. Les Ravens l'emportent 19-17 contre les Bengals. C'est quoi la différence dans ce match-là, selon toi? Justin Tucker. Voilà, meilleur botteur de l'histoire de la NFL. En fait, moi, meilleur, je sais pas, parce que Adam Vinatieri était quand même oui, mais quelque chose. Mais moi, je pense plus que c'est le plus précis de l'histoire. Oui, clairement. Des nerfs d'acier, on voit que c'est un chanteur d'opéra parce qu'il fait tout un spectacle sur un terrain de football. Oui. Puis moi, la défensive de Baltimore est vraiment excellente, là, vraiment. Moi, je sais que Lamar a connu un excellent début de saison. Là. Les 2 premiers matchs ont été excellents. J'ai regardé ce match-là, puis j'ai des gros doutes sur Lamar par la passe, moi. Au sol, là, il est excellent. Là. Il va chercher, mais tu sais, par la passe, 19 en 32, 174 verges. Non, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Je sais pas. C'est drôle parce que c'est la seule optique qui me fait un peu peur pour les Ravens, parce que sinon, il y a une équipe super complète, mais le jeu par la passe de cette équipe-là me met pas en confiance. Moi, je pense plus que... On s'entend que Cincinnati, c'est pas une grosse défensive. Là. C'est pas comme s'ils avaient affronté une grosse défensive. Non. Cincinnati, c'est une excellente défensive. Ils ont fait beaucoup d'ajouts l'an passé. Cette année, ils ont gardé aussi. On parle de Mike Hilton, ancien des Steelers. On parle aussi de plein d'anciens des Steelers qui sont rendus là. C'est une défensive correcte, mais c'est mon point de vue, c'est que les Bengals... pas une top défensive de la Ligue, les Bengals. Contre la passe, sont excellents. Okay. Fait que, je tiens quand même à dire que leur tertiaire est très bonne. Okay. Là, j'ai pas de nom parce que tu me prends à brûle pour point. Mais moi, c'est que je sais pas quoi penser de la division complète. Il y a quelqu'un de cette division-là qui va faire les séries. Puis moi, je pensais que c'était les Ravens, mais c'est pas une victoire dominante encore. Lamar, ça doit être dominant. Duvernay, ce wide receiver-là, c'est comme entre leur meilleur, mais il n'y a pas tant des... il y a un jeu explosif par match. Des fois, c'est pas tant explosif que ça. Des fois, c'est juste 30 verges. Puis il est très tranquille le reste du temps. Donc, ils n'ont pas comme de wide receivers clairs. Tight end avec Mark Andrews. C'est une légende, mais on dirait que c'est comme si les passes que Lamar va faire, c'est en court gain. Puis il est pas capable de lancer vraiment la bombe. Puis si la bombe ne te lance pas, ben ça rétrécit la défensive. Ça fait que ta menace de course est encore moins grande. Fait que c'est plus tu vas tenter des passes qui vont être loin, mais qui vont réussir, plus tu as une menace réelle de longue passe ou de bombe. Plus tu essaies la défensive. Exactement. Oui. Chiefs, Raiders, les Chiefs l'emportent 30-29. Marc, as-tu vu ce match-là, toi? Pas au complet. Moi, j'ai vu au complet. Vas-y donc. J'ai pas le droit de dormir parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui me stresse plus ou qui me fâche plus que l'injustice. Et les Raiders, dans le fond, et les Chiefs se sont en donné à cœur joie. Mais l'affaire que je retiens le plus, c'est la pénalité justement de roughing the passer. Encore, qui n'était pas là. Il y a un joueur défensif des Chiefs qui plaque Derek Carr par en arrière. Derek Carr n'est pas en train de lancer la balle, mais est dans sa pochette. Commence à se déplacer un peu pour essayer d'éviter la pression, n'est pas capable. Met les mains sur le ballon, mais le problème, c'est que le joueur des Chiefs, quand il le plaque par en arrière, avec sa main droite, il subtilise le ballon en tombant. Donc, en tombant, il ne fait pas juste forcer un fumble. Sa main droite prend possession du ballon. Avec sa main gauche, il laisse aller Derek Carr et il essaie d'amortir son poids parce que comme il prend possession du ballon avec sa main droite, puis il est en train de tomber sur Derek Carr parce qu'il plaque par en arrière, il essaie d'amortir avec sa main gauche. L'arbitre, il voit un défenseur plaqué
un passeur qui est en position vulnérable. Ouais. Position vulnérable, il n'est pas en train de lancer la balle. Donc, il n'est pas en train de faire sa motion où est-ce que là, il est vulnérable, où ses côtes sont exposées, où il peut tomber mal sur son épaule, où ses bras ou ses doigts peuvent être dans une position contraignante. Là, il n'est pas en train d'essayer de passer la balle. Il a beau être dans la pochette, il s'est protégé. Il n'est pas comme sans défense dans la prise du plaqué. Donc là, pénalité de 15 verges. Les Raiders gardent possession du ballon. On est en fin de deuxième quart. Et à ce moment-là, je suis comme, voyons donc. C'était un jeu pour un turnover on downs. Mais pas on downs, mais turnover plutôt parce qu'il prend possession de la balle en tombant. Ouais. Et les Chiefs auraient une possession genre au 45 en territoire des Raiders pour marquer un touché. À ce moment-là, le match était 17-7. Imagine qu'il marque un touché, puis ça fait 27-7. 24-7. Où, tu sais, là, je me suis dit, t'empêches les Chiefs de marquer un touché. Donc, le match pourrait être 17-14. Puis le match pourrait être même 24-7 à la place, en plus hors de portée. J'étais hors de moi. La foule s'est mise à huer, s'est mise de la partie. Le bruit, même dans mes écouteurs, quand j'écoutais le match sur mon cellulaire étendu dans le lit, parce que c'est quand même tard, donc quand c'est tard le soir, moi j'écoute le match dans le lit avec mes écouteurs, je capotais. J'ai pas le temps de dormir, j'ai dit, il faut que je reste là. La foule, moi j'étais frustré parce que je me dis, moi là, je checkais ça en partisan. Je savais pas qui allait gagner, puis je m'en foutais un peu. Oui, c'est juste. Mais à ce moment-là, j'espère que les Chiefs vont gagner. Ouais. Par toute honnêteté, j'aime pas ça les équipes qui ont trop de succès. Des fois, ils deviennent arrogants. Les Chiefs, ça fait 4 ans qu'ils dominent, qu'ils s'en vont en finale de la AFC, 2 apparitions au Super Bowl, 1 gagné. J'aime ça voir les Chiefs perdre. Puis là, je voulais que les Chiefs gagnent, parce que je trouvais ça juste injuste. Juste à cause de ça. Ouais. Ils ne méritent pas de perdre à cause de ça. Ouais. Ça les a réveillés. Les arbitres, là, tu vois qu'ils n'étaient plus eux autres. Là. Même les Raiders en attaque, c'était tellement bruyant sur le stade qu'ils ont, ils ont eu delay of game 2 fois sur 2 séquences différentes. Quand après, les Raiders, ça leur a pris du temps à se remettre un peu là, en marche, je te dirais. Puis les Chiefs en ont profité. Andy Reid était hors de lui. Il gueulait après l'arbitre sur la ligne de côté. Il gueulait après l'arbitre sur le milieu du terrain. Il en a perdu ses écouteurs. Mahomes est resté calme. Puis ils se sont servis de ça pour dire eux, ils sont restés focus, les joueurs. Oui, c'est ça. Mais j'ai rarement vu Andy Reid aussi furieux. Non, il est calme. Mais il est quand même bien tranquille. Je l'ai vu crier 2-3 trucs aux arbitres. Mais demain, même moi, j'étais en colère, Marc. Même moi, j'étais en colère. Puis j'aime ça voir les Chiefs perdre. Je viens de te le dire. Là. Puis ils se sont servis de ça. Travis Kelce, 4 passes de toucher. Ah, il est incroyable, Travis Kelce. Au début, là, il y avait littéralement 3 passes captées pour 3 touchés. Parce qu'il est tellement bien couvert. Ben, je pense qu'il a fini avec 4 touchés puis 20 verges, genre, là, dans le match. Là, quelque chose de même. 4 touchés, 20 verges. Je pense qu'il y a 5 passes captées. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Puis, honnêtement, les Chiefs, des fois, les décisions, là, je peux les comprendre, mais des fois, ils me font peur. Ils auraient pu perdre le match à la fin quand même parce que à la fin, ils mènent par 7 points. Puis là, dans le fond, ils se disent « Oh, il va par 2. » Mais je suis comme quoi il allait par 2? Si tu fais 1 point, si l'autre marque un touché, ça les force à faire un 2 points. Fait que toi, tu voulais juste le mettre hors de portée au cas où que l'autre équipe marque un touché, puis au cas où qu'il fasse un converti de 2 points. L'année, si ça va loin, là, tu rends la vie compliquée aux Raiders en maudit. Si tu le manques, ils n'ont plus besoin de faire un converti de 2 points. Ça. Ils ont juste à faire un converti d'1 point. Mais tu sais quoi? Les Raiders, arrogants comme ils sont en division, surtout à l'extérieur comme ils sont, ben, eux aussi, quand ils arrivent pour créer l'égalité, au lieu de botter et créer l'égalité, ils vont pour 2 points puis ils perdent le match là-dessus. Je suis comme, non, tu veux-tu perdre? C'est quoi? Hey, Josh, allô? Hey, McDaniel, toi, t'es 1-3 en ce moment. Veux-tu être 1-4? Tu veux-tu tout risquer pour ça? Oui. T'es à l'extérieur. Prends-les le point. Prends le point, va-t'en en garçon. Puis gagner le toss. Puis, donc, c'est ces décisions-là qui m'ont mis hors de moi. Super bon show, super bon spectacle. Davante Adams capte 3 passes pour 7 verges, 2 touchés. Tu sais, dans le fond, c'est comme... Pas 3 passes pour 7 verges, il y a genre 130 verges. Ouais, je pense qu'il a capté 3 passes en 7 tentatives. 3 passes. Moi, c'est là mon malaise. 3 passes en 7 tentatives. C'est peut-être ça, mon côté Packers, mon jupon dépasse. Mais j'ai de la misère à croire que tu donnes juste le ballon 3 fois à Davante. Je sais qu'il a été... Non, ils ont essayé 7 fois. Je le sais, mais tu peux pas gagner si Davante Adams, qui est un des 2 ou 3 meilleurs receveurs de la Ligue, capte juste 3 ballons dans le match. Mais encore une fois... Je comprends là, que c'est des longs games et tout, mais faut que tu trouves une façon de mettre le ballon dans les mains de Davante Adams. Tu
Tu peux pas gagner s'il y a le ballon juste 3 fois dans le Mais match. tu sais, c'est parce que les Raiders sont allés en 4e et 1 sur justement Davante Adams qui ont fait une bombe. Ouais, c'est ça. Puis il a marqué son premier touché là-dessus. Tu sais, fait que c'est un jeu quand même. Josh a quand même. Big J. Ouais. Il a quand même pris des chances qui ont porté fruit, mais à ce moment-là, ça aurait pu être un turnover and down. Tu sais, 4e et 1, une pause de 60 verges, là, tu sais, c'est il y a risqué. beaucoup de là. choses qui peuvent mal se Ouais. passer. Puis c'est très risqué parce que là, tu donnes une position aux Chiefs quand même bien Dans ton territoire. Ou en tout cas, là. je me souviens plus Ouais, exactement. dans le territoire, proche de l'année Ouais. 50 quand même. Mais c'est le genre de jeu qui est risqué. Ils l'ont fait quand même. Ils ont eu du guts. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais ce que je retiens, malgré tout, c'est que les Chiefs ont trouvé une manière de gagner chez eux à domicile. Ouais. Ils sont 4-1. Puis les Raiders, maintenant, ils sont 1-4. 1-4. Puis je sais pas si vous avez vu avec l'espèce d'incident de Davante Adams à la fin du match qui a poussé un caméraman, photographe. J'allais t'en parler, justement. Tu me devances. Mais il risque une suspension. Les Raiders sont en bail cette semaine. Donc, la décision n'est pas sortie encore parce qu'il n'y a pas d'urgence vu qu'ils n'ont pas de match en fin de semaine. Fait qu'ils vont prendre le temps d'aller chercher toutes les infos. Mais j'ai regardé cet après-midi puis c'était pas encore sorti. Fait qu'à moins que ce soit sorti vraiment. Ben, en fait, ce que je peux te dire, c'est que la personne a quand même rédigé un rapport de police Oui, exact, je qui sais. a été reconnu coupable de Voie de fait. de voie de fait en Ouais. français, oui. Donc, il a été reconnu coupable de voie de fait. Ouais. Là, on va voir si la NFL donne une punition ou pas à Davante Adams. Puis, moi, je veux pas en parler trop longtemps, mais c'est quand, toi, que tu as entendu une histoire d'un autre joueur de la NFL qui a poussé un membre des médias? Jamais. Ça arrive pas. Ça Ça arrive arrive pas. jamais. Le pire, c'est que quand il l'a poussé, il a marché à côté, Oh, il l'a c'est laissé comme- là. Tu sais, c'est pas, hey, je m'excuse. C'est pas un t'sais- hey, je regrette, tu Non, m'as non. pris par surprise. C'est genre, Tu sais, je t'ai poussé pour pas Il a tomber. beau Là. avoir fait son statement après le match, Ouais. là, il l'a poussé puis il a continué son Il chemin l'a comme poussé Tasse-toi, mon devant jambon, lui dans là. le tunnel, puis il a marché à côté en Ouais, l'ignorant. ouais. Il a pas fait genre, ah, excuse-moi, j'ai immédiatement Non, remonté. il a continué C'est- puis tu il vois a fait que fuck lui. Tu là. vois que c'était volontaire juste à ça. Ouais, C'était ouais. pas un réflexe de. On a beau voir un angle de caméra où le reporter arrive vite dans sa face. Non, Ça excuse non, pas. non. Ça arrive jamais, ça. Non. Ça arrive jamais, ces affaires-là. Fait que, tu sais, là, tu étais fâché d'une situation où est-ce que tu rentres en contact avec Hunter Renfrow à la fin du match pour peut-être gagner Ouais. le match. Puis là, dans le fond, c'est un jeu qui était soit mal Mal exécuté dessiné ou mal un des deux, dessiné. ouais, c'est ça. Soit il était mal exécuté, soit il était mal dessiné, mais là, ne sois pas fâché envers gère-toi. Ouais. Là. Je comprends que tu n'es pas au-dessus de perdre. Tu as joué avec Aaron Rodgers, avec les Packers, avec Matt LaFleur longtemps. Mais là, à un moment donné, là, moi, c'est ça que apprends j'allais à dire. perdre, mon Moi, c'est chum. ça que j'allais dire. Pour vrai, je pense qu'il est en train de regretter sa décision parce que pour vrai, s'il était avec les Packers, il y aurait une dizaine de ballons captés par match. Probablement que les Packers seraient pas 3-2. Là, en ce Il a moment-là. signé son gros contrat, c'est ça qu'il voulait. Il a voulu, C'est il a voulu ça. s'émanciper. Pour lui, ce qu'il voulait, c'était l'argent avant la victoire. Il savait bien qu'en s'en allant avec les Raiders, il n'allait pas avoir autant de succès qu'avec les Packers. Il s'imaginait avoir beaucoup de succès, mais c'est que les athlètes sont confrontés à ce choix-là où est-ce que souvent ils vont se dire soit je reste avec un club, mais comme il y a beaucoup de talent, je prends un petit pay Un cut. peu moins, Ça arrive ouais, dans c'est beaucoup ça. de sports. Puis, ou sinon, il y en a qui vont se dire non, je vais être payé le plus cher possible. Je vais signer à Jean Libre quelque Quitte part à ailleurs. jouer pour une équipe Quitte à- moyenne. Ouais. Quitte à jouer pour une équipe moyenne ou qui aspirera pas ou qui va tellement gober dans mon salaire qu'on ne pourra pas payer d'autres joueurs. Ouais, c'est Puis, ça. en même temps, c'est rendu là, il faut que tu fasses à l'idée que c'est un risque quand tu signes ailleurs. Mhm. Puis là, peut-être qu'il s'imaginait pouvoir avoir les deux, puis il se rend compte qu'il y a tellement d'athlètes avant lui qu'il s'imaginait ça, mais là, il peut pas. Mais moi, je serais pas étonné qu'il y ait 1 ou 2 matchs de suspension. Je serais pas étonné. Il Puis faudrait. je pense que c'est un bon message à envoyer à la Ligue aussi d'y donner un match de Tu suspension. veux pas que ça arrive, puis peu importe ses antécédents, à quel point c'est un gentilhomme ou pas, peu importe sa fondation ou pas, Ça c'est a beau un être geste. le meilleur être humain au monde, Ouais. le geste qu'il a posé, était évitable. C'est un geste qui c'est arrive ça. jamais. C'est un geste qui ça arrive arrive pas. jamais. Puis c'est pas vrai que ça arrive jamais qu'un membre des médias ou un photographe arrive vite d'en face d'un jour. À la fin du match, là, tous les photographes, on le voit tout le temps, là, les photographes et les caméramans, ils courent partout sur le terrain après le dernier jeu. Ils sont habitués, les joueurs, de voir ça, là, des photographes arriver dans leur face. Là. Ah oui, il marche lentement, puis Ben, c'est bien c'est- correct. c'est Là. ça. Tu sais, puis je trouve juste qu'il faut pas démoniser Davante Adams, mais il ne faut pas l'excuser non plus. Exactement, c'est ça. On va parler de ce geste-là, puis rien d'autre. On ne parlera pas de ses antécédents qu'il n'y a pas, Non, ou qu'il y a. c'est C'est ça. juste ça. C'est Ce répréhensible, geste-là, on ne juste veut là. pas voir ça. Non. Puis je pense qu'il faut envoyer un message de dire ça se fait pas. Puis moi, je pense qu'un match de suspension, ça ferait du sens. Ouais. Là, j'aimerais parler, dans le fond, là, on vient de terminer tous nos matchs. Il y a quelques sujets, avant d'en parler des matchs qui vont suivre la semaine prochaine, quelques sujets qui portent notre attention.
tu avais prédit le premier coach qui allait être renvoyé cette année. Est-ce que tu te rappelles, toi, tu avais prédit qui? Tu l'avais noté dans ton pad. Tu as dit, je confirme que tel... Moi, ce que je vous avais dit que je pensais que Bill Belichick, c'était sa dernière année avec les Patriots. Moi, je Tu avais prédit dans un autre podcast... Il me semble que c'est ce que j'avais dit. Oui, tu as dit ça, mais tu n'as pas dit juste ça. Non, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Rappelle-moi ça. Je lançais, je m'en prends une note. Tu avais fait plusieurs prédictions. Les notes que j'ai notées, je l'ai notées, c'est la semaine passée qu'on s'était dit. Qu'est-ce qu'on s'était dit déjà? Regardez, je l'ai écrit. Même il y a 2 semaines. Tu as dit Jaguars in, Raiders out. Oui, c'est ça. Jaguars in, Raiders out. Ça c'est écrit, ça. Puis tu as dit... Mais je me souviens pas, coach. McDaniels. Tu avais dit Josh McDaniels, qui est dans la liste, il comptait comme ça. Oui, c'est vrai. Donc, c'était lui qui avait nommé pour les Raiders parce qu'il dit... C'est vrai, tu as raison. Lui, contrairement à Mike Vrabel, si Mike gagne, ou s'il perd, en fait, plutôt, c'est moins dommageable pour lui à cause de son historique. Oui, c'est vrai, j'avais dit ça semaine 2 ou semaine 3. Tu as 100% raison. Le coach des Panthers, Matt Rhule, a été congédié suite à sa défaite la semaine dernière. Oui. Puis il restait beaucoup d'années de contrat puis beaucoup d'argent, lui, là. Mais par rapport à l'argent, s'il se retrouve une job ailleurs, c'est déduit. Oui, c'est sûr, mais s'il trouve 5 millions ailleurs, ben, c'est déduit de l'année qu'il aurait gagné. Mais c'est sûr que les contrats de coach sont garantis, contrairement aux contrats de joueurs. Donc, même s'il se fait renvoyer, ben, il avait signé encore, il restait, je pense, un autre... 4 ans, je pense. 4-5 ans. Il avait signé pour 7 ou 8 ans, puis c'est la 3e année de son contrat. Ouais. Donc, il reste quand même quelques années, quelques millions, donc tant mieux pour lui. Mais comment tu trouves cette décision-là de congédier Matt Rhule, entraîneur-chef des Panthers? Pour moi, c'est difficile dans le sens que c'est le DG, je pense, qui essaye de sauver sa job aussi, là, parce que tu regardes sur papier, ils ont pas grand... Ils ont Christian McCaffrey, mais ça fait 2 ans de suite qu'il a des blessures graves. Fait que, d'un autre côté, un running back qui revient avec 2 ans de suite qui a des blessures, on ne pouvait pas s'attendre qu'il redevienne le running back aussi dominant qu'il était avant ses blessures. Mais c'est parce que c'est surtout que les congédiements de coach arrivent normalement plus tard dans la saison. Là, on parle d'une semaine 5. Ben moi, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un DG qui essaie de sauver sa job. Moi, je pense que c'est un DG qui sent la soupe chaude, qui sent la pression du propriétaire, qui dit là, ça marche pas, puis le DG qui essaie de sauver sa job. Mais d'un autre côté, tu as amené Baker Mayfield. Encore une fois, rien de méchant contre le gars, mais je pense pas que c'est lui qui peut sauver ta franchise. Avant ça, tu avais, comment il s'appelait le gars qui était avec les Jets, j'ai un blanc de mémoire. Ben moi, je sais qu'il y avait déjà eu Case Keenum que... Non, l'année passée, là, c'est le corps arrière qui venait des Jets avant, là, que les Jets avaient drafté, qui s'était ramassé là l'année passée. Là, on a l'air des jambons, là. Mais je le savais en plus. Celui qui est blessé à cause des deux chevilles. Oui, c'est ça, celui qui est blessé en ce moment. Là. Bon, on a l'air des jambons, mais c'est Sam Darnold. Tu sais, c'est pas Sam Darnold puis Baker Mayfield, c'est les 2 corps arrière que tu as amenés dans les 2 dernières années. C'est pas en amenant ces 2 corps arrière-là que tu vas relancer ta franchise. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis les Panthers, ça fait plusieurs années qu'ils ont une défensive plutôt suspecte. Fait que, tu sais, si tu n'as pas une grosse attaque pour balancer ta défensive suspecte, ben à un moment donné, moi, je pense que c'est vraiment le DG qui essaie de sauver sa job. Moi, je pense que le problème, si ça arrive aussitôt, c'est peut-être que, tu sais, je parle peut-être en haut de mon chapeau, là, mais souvent, c'est peut-être à cause du locker room qui ne croit plus en ce que l'entraîneur-chef dit. Parce que normalement, ça aurait dû, à cause de l'instabilité puis du manque de tu le remplaces par qui? Tu sais, souvent un coach intérim de l'interne, mais tu n'as pas vraiment de candidat de l'extérieur. À part Sean Payton qui a pris sa tête l'an passé, qui peut-être va être tenté par l'expérience. Ouais. Mais à part un gars comme lui, il y a qui de disponible avec de l'expérience Parce que que tu verrais tu n'iras là? pas voler un coordonnateur offensif d'un autre équipe ou un coordonnateur défensif d'une autre équipe à ce stade de l'année, c'est sûr. Non, donc c'est plus une job de tu savais que tu ne le remplacerais pas, puis tu changes semaine 5, donc sûrement que c'était urgent. Peut-être pas juste pour le DG, mais peut-être par rapport au message que les joueurs... Ça se peut aussi. Peut-être qu'il y avait quelque chose, des Il décisions. y a peut-être des vétérans qui sont formation. débarqués dans le bureau du DG et qui ont dit c'est là que ça se passe. Ça marche aussi, pas, là. C'est Ouais. lui ou moi, puis je demande un échange. C'est peut-être que c'est ça, mais Ça se peut. je suis très surpris que ça arrive semaine 5, ça arrive extrêmement tôt. Donc, C'est très tôt. J'ai hâte de voir la réponse des joueurs. J'ai hâte de voir si ça va. Ça a quand même aidé beaucoup les Raiders, le congédiement de John Gruden. Oui, l'année passée. Quand ils ont changé, dans le fond, d'entraîneur-chef par intérim. C'était l'entraîneur-chef des unités spéciales qui a été mis par intérim. Donc, peut-être ça pourrait les aider. J'ai hâte de voir. J'ai failli te donner le match
de Caroline comme devoir de match cette semaine. Failli. OK. Ça a passé proche. J'ai choisi un autre match, mais ça a passé proche. Merci. Justement pour voir Merci. s'il allait avoir un effet. Pas tout de suite. Mais je te l'ai pas donné. On parle de coach. J'ai envie de parler d'un deuxième entraîneur-chef, Oui. Ron Rivera, Oui. qui a dit sur Wentz, et là, je veux lire la quote en anglais, puis tu auras le droit de faire une traduction libre en français. Parfait, après, OK, c'est bon. Donc, traduction libre pour dire, c'est peut-être pas le mot pour mot, OK. mais c'est ça Oui. l'essence de ce que ça veut dire. Alors, ce sera pas long, là. J'ai enregistré la quote. Dans le fond, Ron Rivera was asked why the other teams in the division were so far ahead of Washington. This was his response. Quarterback. What? Our QB's done some good things, and he's had a couple games where he struggled. Most of the time, he's very solid, but the way he performed yesterday just shows you what he's capable of. We chose him because we believe in him. Fin de la quote. OK, parfait. Merci, J'étais pas sûr, beaucoup j'étais pas sûr si t'avais fini. J'ai eu de la misère. Merci. Mais en gros, il y a un journaliste qui a demandé qu'est-ce qui fait que tu penses que les équipes qui sont dans la même division, donc les Giants, les Cowboys et les Eagles, sont autant que ça devant vous. Puis Ron Rivera, il a juste répondu c'est notre corps arrière. Pas notre corps arrière, mais ce sont le jeu des corps arrière, dans le fond, qui fait la différence. Puis il dit on croit encore en Wentz, mais il y a eu des bons matchs, des moins bons matchs, il a pris des bonnes décisions, des moins bonnes décisions. Puis on s'attend à mieux de Carson Wentz. C'est un peu ça qu'il a dit. Ouais. En traduction libre. Puis le lendemain, il s'est un peu rétracté. Là. Le lendemain, c'était comme putain ça, mais bon, clairement, c'est ça qu'il qu'on dit ça parce qu'il pensait. Mais toi, c'est qu'est-ce que tu penses de... Parce que moi, j'ai fait un peu de recherche sur la fiche de Ron Rivera, pas il est qui pour ça. Puis j'ai vu des anciens quarterbacks de lui qui parlent, mais à brûle pour point, toi, tu vois un head coach dire ça de son joueur. C'est quoi le message que toi, tu perçois de ça? C'est difficile à dire, sais-tu? Parce que, tu sais, je sais que l'attaque de Washington est très, très jeune. Tu sais, que ce soit, il y a beaucoup de receveurs, c'est comme la recrue, c'est Dotson. Ils ont Dotson, puis ils ont aussi Watson. Oui, c'est ça. Ils ont deux recrues. Ils ont leur nouveau running back là, qui s'était fait tirer, me semble, cet été, que là, il a été activé pour le match de ce soir en ce moment. Bon, je ne vois pas les stats en ce moment, fait que je ne sais pas s'il y a un bon match en ce moment. Mais ceux qui nous écouteront, vous saurez déjà l'issue du match. Mais nous, on ne sait pas. C'est ça, vous réagirez. C'est ça. Mais c'est ça, c'est peut-être que justement, il essaie peut-être d'enlever un peu de pression à ces gens. C'était peut-être une sortie il l'avait peut-être dit, tu sais, des fois dans le sport, là, il y a des sorties comme ça que le corps arrière va voir le joueur en question puis il dit hey, je vais faire une sortie comme ça va peut-être shaker les affaires, nana. Fait que peut-être que Carson Wentz était déjà au courant. Ou peut-être que c'est juste qu'il disait hey, Wentz, selon moi, il y a peut-être une très, très bonne estime de Carson Wentz. Puis il trouve que Carson Wentz peut en donner plus. Moi, je pense que Carson Wentz a quand même un début de saison très potable, très bon. Mais c'est difficile. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Première chose que je tiens à te dire, c'est le top 5 des verges par la passe des corps arrière. Dans le fond, le premier, c'est Josh Allen. Ensuite, Justin Herbert, Tom Brady, Patrick Mahomes. Puis le cinquième, Carson Wentz. Fait que déjà, après 5 matchs, c'est lui qui mène par la... C'est top 5 par la passe dans la ligue, là, quand même. Puis, il y a d'autres corps arrière, comme, dans le fond, là, il y a eu... je ne vais pas me tromper là, dans son nom, mais il y a eu Smith, l'ancien... son prénom, l'ancien corps arrière qui a pris sa retraite, là, qui avait une grande blessure à la... Alex Smith. Alex Smith, merci. Grande blessure à la jambe qui est revenu au jeu. Il a dit... traduction libre pendant que je lis. Je ne vais pas te mentir, j'ai vraiment eu un dur moment à voir ça. Quand je l'ai entendu, je ne pouvais pas le croire. Je ne suis pas ici pour défendre Carson Wentz. Il y a eu quand même une carrière tumultueuse avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais on parle d'un head coach défensif qui c'est pas lui qui est en train de conduire l'autobus, mais c'est son quarterback. Donc, c'est comme s'il se disait « Hey, tu as un coach défensif qui parle d'un quarterback, mais c'est pas lui qui ride the bus, c'est plus le coordinateur offensif. » Puis, je suis allé voir la fiche de Ron Rivera, qui, là, c'est sa 12e saison actuellement. Il était avec Caroline avant. La même année qu'ils ont repêché Cam Newton en 2011. Mais c'est sûr que la fiche, ces fiches, je ne veux pas toutes les énumérer parce que ce serait juste plein de chiffres que vous entendriez, mais en 11 saisons, dont 9 avec les Panthers de la Caroline, puis 2 avec Washington Football, il y a seulement
3 saisons gagnantes. Qui sont probablement les grosses saisons de Cam Newton. Exactement. Son MVP, Donc, une saison MVP à 15-1. Il y a aussi eu un 11-5. Puis, il y a eu aussi un 12-4 à un moment donné. Donc, c'est sûr qu'il y a seulement 3 saisons gagnantes, puis il y a beaucoup de saisons perdantes. Il a quand même fait les séries éliminatoires il y a 2 ans avec Washington, alors qu'il y avait 7 victoires, 9 défaites, dans le temps que la division, ça se passait pas bien. était vraiment pas bonne. Donc, tu sais, c'est sûr que sa fiche en tant qu'entraîneur-chef n'est pas reluisante. Fait que de mettre LeBlanc à ta 12e saison, de 1, tu vaux mieux que ça en tant qu'entraîneur-chef. Puis de 2, c'est ta 12e saison. Puis en 11, tu en as juste eu 3 gagnantes. Donc, tu en as eu 8 perdantes. Attends avant de parler de même, parce que si ton corps réagit mal, si c'est pas planifié, tu peux te le mettre à dos, puis c'est toi qui vas perdre la job comme deuxième entraîneur-chef. Je souhaite vraiment que ce soit une sortie planifiée, parce que si c'était pas planifié, d'après moi, Rivera va partir avant Wentz de Washington, si c'était pas planifié. Là. Je pense que oui, parce que tu peux pas dire ça sur ton corps arrière. Exact. Je trouve ça vraiment irresponsable puis complètement irrespectueux. Ouais. J'aime pas ça du tout là, de voir ça. Là, en fait, c'est sûr que là, on a parlé quand même de 2 entraîneurs-chefs. On a parlé aussi là, de peut-être de certaines pénalités, mais tu sais, roughing the passer. Est-ce que tu penses qu'avant, il y a eu 2 cas match cette semaine où est-ce que il y en a un que ça l'a clairement influencé le match, l'autre que ça l'a mis peut-être sur respirateur artificiel un match comme hey, ça va-tu avoir un impact? Les Chiefs ont fini par gagner, ils auraient pu perdre, mais ça n'a pas eu trop d'impact comme c'est arrivé avant la première demi. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose d'autre à dire par rapport à roughing the passer? Ben moi, je pense qu'on est en 2022, puis je pense que ce ne serait pas trop demandé que les pénalités puissent être comment on peut dire? Pas nécessairement. Revues par des arbitres. C'est ça, j'allais dire. Revues par les arbitres. Pas challengées par les coachs, mais que les arbitres puissent revoir, que ce soit New York qui les appelle ou peu importe. Mais je pense qu'en 2022, tu sais, le baseball majeur, je ne sais pas si tu as entendu ça, mais dans le baseball majeur, en ce moment, dans les mineurs, donc pas dans la Major League Baseball, mais dans les mineurs, c'est même plus l'arbitre qui cale les balles puis les prises. C'est un ordinateur, un robot ordinateur qui cale les balles et les prises. Il y a tellement d'erreurs. En temps réel. Ouais. Puis je me dis, à un moment donné, si on est capable d'éviter des erreurs avec la technologie, pourquoi pas? Puis tu sais, ça n'aurait pas pris... Il y en a beaucoup qui disent on ne peut pas faire ça parce que ça retarderait le match. Pour vrai, je vais parler de la pénalité appelée contre Tom Brady. Ça n'aurait pas pris un review de 5 minutes, là. Et n'importe qui dans le boot en haut aurait appelé l'arbitre et disait pour vrai, là, je viens de le voir 3 fois. Pour rajouter ton propos, c'est que en fait, il y a déjà la technologie Hawkeye qui est utilisée pour le tennis. Oui, qui est c'est utilisée ça. aussi avec tous les angles de caméra puis les jeux de caméra. Ils peuvent voir exactement la balle est où. Hawkeye pour la position de la balle pour être sûr qu'elle soit à la bonne ligne. Donc, si jamais un arbitre place mal une balle, déjà New York, dans leurs oreilles, ils disent non, la balle doit être là ou doit pas être là. Ça se passe tellement vite qu'ils le font déjà pour la position de la balle. Fait que pourquoi puis pas? Même des fois, ils le font en temps réel puis on ne le remarque pas tout le temps. Mais on l'a remarqué avec les Chiefs, est-ce que l'arbitre a mis la balle à un mauvais endroit parce qu'il n'y avait pas de pénalité finalement, puis il y a peut-être une pénalité de 5 verges ou pas. Puis là, il s'est fait dire hey, on va reculer tout le monde. Ils ont reculé tout le monde. On a vu les joueurs juste des Chiefs reculer, se tasser à l'écran. Puis si on ne porte pas attention à ça, on ne le remarque pas. Mais ça se fait déjà pour certains types de pénalités. Ça se fait déjà pour le positionnement de la balle, puis ça accélère le rythme de jeu. Parce que c'est en temps réel, il y a plusieurs officiels, donc des arbitres qui aident les arbitres à prendre des bons rendements, des bonnes décisions, puis des bons positionnements de balle sur le terrain. Mais il y a certains règlements qu'on enlève le droit de l'arbitre de se réviser ou de se raviser. Ben dans le fond, c'est comme pour dire, ça a été calé, ça a été calé vite, c'est mon jugement. Exact. J'en parle pas à personne. Les autres l'ont pas vu, c'était moi qui étais l'arbitre à Je voudrais pas que ça devienne un coach's challenge. Ça, je trouve que ça retarde le match, puis ça deviendrait fou. Ça deviendrait un spectacle. Mais à un moment donné, il aide exactement comme tu viens de le dire. Je ne veux pas répéter, mais moi, je suis 100% d'accord. Ça serait bon. Là, dans le fond, j'aimerais parler des matchs de la semaine prochaine qui vont être quand même pertinents et intéressants. Il y en a plusieurs, selon moi, que je surveillerai. Si je ne les regarde pas parce que c'est en même temps qu'un autre match, peut-être que je suivrai le score attentivement. Un des matchs que je trouve le plus pertinent, c'est 49ers-Falcons. Oui, je l'avais dans mes matchs. 49ers qui ont une aire d'aller. Les Falcons, que dans le fond, là, ils ont beaucoup de potentiel, mais c'est sûr qu'une victoire pour les Falcons serait importante. Ils veulent être 3-3 et non 2-4. Donc, pour les Falcons, ça prend une victoire. Pour les 49ers, c'est qu'eux, ils veulent se dire, hey, avec Jimmy,
peut-être que c'est sa dernière année avant qu'on l'échange ou peut-être qu'on veut le hyper pour l'échanger quand Trey Lance revient l'an prochain. On veut se rendre en demi-finale ou on veut se rendre en finale au Super Bowl. On a le roster. Il nous a amené déjà très loin en série éliminatoire. L'année passée, au carré d'as. Là, quelques années au Super Bowl. Moi, je me place à la place de San Francisco. Je regarde la NFC en ce moment puis je me dis c'est peut-être notre année pour se rendre au moins en finale de conférence. Il faut, pour moi, c'est un match super important. Un autre match que je trouve vraiment important, c'est les Jets-Packers, les 2-3-2. Je suis vraiment curieux de voir les Jets. Est-ce que les Jets vont pouvoir profiter des Packers affaiblis, peut-être en déroute ou en questionnement? J'ai failli te donner ce match-là comme devoir de match en me disant tu vas peut-être être capable de m'éclairer sur mes Packers parce que je ne suis pas... Ça a été le fun un devoir de match où est-ce que, même si c'est pas le tien, on regarde les deux le même match pour voir si on a vu le même match. Ouais, c'est ça. J'ai failli te donner ce match-là, mais finalement... C'est correct. Moi, je vais le suivre à distance, mais c'est pas un match que je vais regarder, mais c'est un match que je trouve vraiment pertinent. Intéressant, oui. Parce que les Jets, vraiment, sont impressionnants. Là. Moi, ils sont meilleurs que ce que je m'attendais à les voir cette année. Ouais. Mais mon match de 13h, donc mon match qui est de 1h de PM, que je trouve vraiment le plus pertinent, c'est les Ravens contre les Giants. Les Ravens qui sont sur le top de la division, là, ils affrontent une équipe qui a une fiche de 4-1, qui sont les Giants. Les Giants ont une bonne défensive. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre Lamar et contre le jeu au sol des Ravens? Puis les Giants qui vont mettre des points contre la défensive des Ravens, qui des fois a été comme une passoire, des fois très, très restreinte. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là, qui va l'emporter, puis de quelle manière surtout. Exact. Parlant de match de 1h, ton devoir de match est à 1h. C'est lequel? Est-ce que c'est un match dénommé ou non? Non, ce n'est pas un match que tu as nommé. C'est le match Vikings-Dolphins. Oh, OK. Les Vikings que je trouve qui sont overhype par rapport à leur fiche de 4-1, puis les Dolphins qu'on ne sait pas trop quel carrière va starter. Fait que j'aimerais que tu me donnes ton analyse par rapport à ce que tu vois. Surtout des Vikings qui sont quand même à 4-1, une des meilleures équipes de la NFC. Ouais. Je veux que tu me dises, parce que les Dolphins, je les ai vus, puis tu sais, c'est sûr que là, si c'est encore Thompson, leur troisième QB qui start, bon... je ne sais pas à quel point c'est valable, mais en tout cas, je veux surtout que tu me donnes ton opinion des Vikings, s'il vous plaît. Fort bien, parfait, super. Là, sinon, pour les matchs de 4h05, il y a quand même là, des matchs que je trouve intéressants. C'est vraiment, là, ça a l'air épais ce que je vais dire, mais des matchs intéressants. C'est sûr que moi, j'ai hâte de voir Cardinals Seahawks parce que je veux voir les Cards démolir les Seahawks. Parce que si ce match-là est serré... L'équipe qui perd ce match-là, c'est mort. Là. On va se le dire, il y a beaucoup d'équipes à 2-3. Tu tombes à 2-4, c'est pas mal mort. Là. Toutes les... Même pour vrai, tu parles d'Arizona-Seattle. Moi, je parlerais aussi de Caroline contre les Rams là, à 4 heures. Là. Rams, là, mettons, là, les Carolines, nouveau coach, peut-être un petit... les Rams qui jouent pas bien. Les Rams échappent ce match-là. Aïe. Je peux pas conseiller ce match-là avant Cardinals Seahawks ou même Bills Chiefs. Ah ben non, la seule chose, Chiefs, c'est sûr, c'est le match de la semaine. La seule chose, par contre, c'est que Bills Chiefs, c'est le match de la semaine, mais ça va être rien comparativement à quand ils vont se voir en série éliminatoire. C'est sûr. Donc, ça va peut-être décider qui a l'avantage du terrain, mais peut-être même pas aussi. Mais c'est sûr que moi, ce match-là, je le trouve vraiment... c'est pertinent, mais pour moi, ce match-là ne veut rien dire. Parce qu'il y en a une qui va être à 5-1, l'autre à 4-2. Mais les deux vont faire les séries. Ils vont faire les séries éliminatoires. Ils vont avoir du succès en série éliminatoire, puis leur vraie nature va sortir en série. Donc, ce match-là, c'est peut-être juste pour tâter le terrain, apprendre à se connaître, se dire bonjour, comment ça va. Peut-être un petit jersey swap entre deux légendes à la fin du match. Mais ce match-là, c'est pas un match où l'équipe qui perd ne va pas faire comme est exposée ou c'est fini. C'est pas fini. L'équipe qui perd n'est pas finie à ce moment-là. Contrairement à Arizona-Seattle, que si Arizona, comme tu dis, échappe ce match-là ou que c'est serré, là, ça devient difficile. Ouais, c'est ça. Là, tu dis Arizona, ça va être une victoire importante, mais c'est sûr qu'un match spectaculaire, Bills-Chiefs, on ne se trompera pas. Écoutez ça. Puis un autre match qui risque d'être spectaculaire, mais je ne suis pas convaincu. Sunday Night Football, Cowboys-Eagles. J'ai peur quand deux bonnes défensives s'affrontent. Ça finisse 12-9. Ça ne me dérange pas un 12-9 si c'est des jeux spectaculaires défensifs. Oui, c'est ça. Si c'est bien joué défensivement, il y a des bonnes couvertures, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait, c'est de voir des attaques pas potentes, qui ne bougent pas la balle, puis que des passes imprécises ou des jeux au sol qui font juste une ou deux verges. Là, ça, je ne veux pas voir ça. Mais des équipes qui font des bons stops, créent des revirements, créent des jeux négatifs, font des sacs du corps, prennent en déroute l'adversaire, ça ne me dérange pas.
Mais j'ai hâte de voir. Ouais. Mais j'ai plus hâte de voir Bills Chiefs que Cowboy Eagle. Mais ça va être tout un match dimanche soir. Puis ça va être un match important pour la division. Parce que si les Cowboys l'emportent, c'est 2 équipes à 5-1, mais les Cowboys auraient L'avantage du head-to-head. jusqu'à maintenant Ouais. parce qu'ils vont se voir 2 fois ces Mhm. équipes-là. Donc, ça va être un match vraiment à surveiller. Le match du lundi soir, je ne le recommanderais pas, mais c'est que si vous n'avez rien de mieux à faire, vous pouvez écouter Chargers-Broncos. Les Chargers, ils devraient traverser les Broncos. S'ils ne le font pas, je serais extrêmement déçu. Mais comme je te dis, la défensive des Broncos va garder les Broncos dans le match. Ils donneront pas 30 points aux T'as raison, mais Chargers. Je n'écouterai peut-être pas ce match-là, mais si j'ai rien de mieux à faire, je vais le faire. Moi, je tiens quand même à dire que c'est la 3e fois en 4 semaines que Denver est en prime time. Pourquoi? Ben, ça donne une idée à quel point Il était tout hypé, le hein. monde hypait cette équipe-là avec Russell Wilson qui arrivait là, parce que c'est les diffuseurs qui décident quel match ils veulent avoir en prime time. C'est pas la NFL qui décide, c'est les diffuseurs. Exact. Fait que ça montre à quel point les diffuseurs voulaient avoir les Broncos. Puis je pense qu'ils doivent s'en mordre les dents en ce moment. Mais ils parce ne veulent que plus. Là. Ben, Et c'est leur choix. boy. Ben, c'est Assume ça. ton choix. Exactement, assume ton choix. Assume ton Fait que choix. si on résume, en ce moment, pendant qu'on enregistre, vous êtes en train d'écouter Washington-Chicago. À 1h, vous écoutez probablement le match Baltimore-Giants. Ouais. À 4h, Buffalo-Kansas City ou Arizona-Seattle, tout dépendamment. Selon vos allégeances. Sunday night, ça va être un bon match. Puis lundi soir, vous gagnez des airs lousses avec votre conjointe et vous passez ce match-là. Fin d'été, 4 équipes en bail. Les Lions, les Titans, Raiders et Texans ne jouent pas. C'est sûr que pour ces équipes-là, des fois, C'est une tôt bye, dans la saison quand une même. bye tôt, c'est un mauvais signe, mais ça peut être un bon signe pour certaines équipes qui, peut-être, comme les Raiders, voudraient peut-être revoir un peu leur livre de jeu. Ou les Lions qui ont Euh, beaucoup de blessés, ça peut peut-être leur permettre de aussi. repartir la machine. Mais pour les là. Titans qui venaient d'avoir 3 victoires de suite, eux Ça- ils auraient aimé ça avoir ouais. une bye plus loin, Plus loin, j'imagine. C'est sûr. Mais pour les Texans, ça ne change pas grand-chose en ce moment à cause de leur fiche. Mais c'est sûr que pour les Raiders, je trouve ça dommage. Et les Titans, je trouve ça dommage aussi pour des raisons un petit peu différentes. Oui, je suis d'accord. Donc, hey, là-dessus, coach, je t'ai pas donné ton devoir de match. Hey, c'est vrai? C'est quoi mon devoir de Parce match? que Tu m'en as même là, pas parlé en Tu plus. pensais que j'allais dire bonne semaine. Non, j'ai Mais- oublié. Oui, c'est vrai, on s'en mais est même dans pas le parlé. fond, moi, je l'ai noté. Vas-y donc. Puis je veux que tu m'en parles. Puis je te donne Giants Ravens. OK, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce parfait. que je veux que. Tu sais, là, tu as vu les Giants la semaine dernière, mais tu étais un peu biaisé du fait qu'ils affrontaient les Packers. Exact. Je veux que tu les regardes Parfait. puis que tu les apprécies pour qui ils sont réellement Parfait. et non l'opposition aux Packers, donc les méchants. Parfait. Je veux que tu, même à la limite, que tu prennes pour les Giants ce match-là, puis dessine-toi un N puis un Y sur une casquette où il n'y a rien. Puis je veux que tu essaies de dire « Go Daniel Jones, go OK. Juste pour C'est le bon. fun de Parfait. prendre pour une autre équipe que les Packers. OK. Tu vas m'en donner des nouvelles la semaine prochaine, mais ce match-là, je pense qu'il va être intéressant, puis je pense que tu vas l'aimer. Parfait, j'aime ça. Là-dessus, coach, je te souhaite une bonne semaine, puis on se revoit dès mardi prochain. Hey, yes sir. Merci tout le monde. Puis passez une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci Marc pour Ciao. ce beau propos. Salut.